Et à un moment donné, la moto qui tombe en panne. Et j'ai fait: «Putain, j'ai cassé le moteur encore, ça me saoule et tout». Je rentre voir mon père, je fais: «Putain, j'ai cassé le moteur, ça marche plus». Mon père, il dit: «C'est pas possible, c'est une moto de route. Elle est neuve, c'est pas possible». Il s'approche de la moto, il fait le petit voyant orange qui clignote là. «Ça fait longtemps qu'il clignote?» Je fais: «Ouais». Il me dit: «Freddy, tu plus d'essence». Je fais: «Ah bon?» Et Il j'ai faut fait: «Ça mettre veut de dire que je peux l'essence. retourner rouler?» Il me fait: «Bah oui». Et là, je remets de l'essence et je repars, toi. Salut Phoenix, aujourd'hui on se retrouve dans Phoenix TV avec notre champion de moto, Freddy Forêt. Comment tu vas Freddy? Ça va bien et toi? Ça roule, c'est le cas de le dire. Et là, on va attaquer. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, Freddy Forêt, donc j'étais pilote moto professionnel pendant 15 ans en endurance. Donc les endurances, c'est tout ce qui est des courses de 24 heures, des courses de 8 heures en moto, sur piste. Donc j'ai gagné 4 fois le bol d'or, j'ai gagné Putain, 3 au fois bout les d'une minute, 24 il heures est du Mans. déjà en train de sortir le palmarès. Il dit Bah, Attends, j'ai pas dit, je t'ai dit de faire une présentation, je t'ai pas dit de te faire ton palmarès bon, complet, tu vois. bah, je suis papa, j'ai une femme, j'habite à Venelle. OK? C'est bon? Voilà, c'est ça. Non, on va y revenir sur Non, sur ouais, le bah, voilà, palmarès. j'ai été pilote moto et pendant une quinzaine d'années. Donc pilote moto, ça a été mon travail pendant 15 ans. C'est important de dire parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui font de la moto pendant 20 ans, mais c'est pas leur travail. Et voilà, et aujourd'hui, je suis, retraite sportive et j'ai créé une académie pour aider les jeunes pilotes moto en France. Ça, c'est bon, ça. Ça, on va y revenir, donc restez bien jusqu'à la fin de cet épisode parce qu'on va avoir des petites pépites. Mais avant ça, on va débuter sur la première partie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ton enfance et l'arrivée de la moto dans ta vie? Alors l'arrivée de la moto dans ma vie, je m'en souviens pas parce que j'étais super jeune. Faut savoir que mon père, déjà avant tout, j'ai un frère jumeau qui fait exactement la même chose que moi. Ça, c'est quand même vachement important à savoir. Ça, c'est quand même marrant, ça aussi. Ouais. Et donc mon père faisait de la moto et à l'époque, il faisait de la moto, il a été jusqu'au niveau, MotoGP d'aujourd'hui. Donc il a fait ça s'appelait les GP 500. Alors certes, c'était complètement rien à voir, hein, c'est lui, il préparait sa moto, dans la cage d'escalier, Ouais. de l'immeuble de la cité où on habitait, tu vois? C'était vraiment, en fait, à l'époque, c'était vraiment le meilleur. Si tu étais bon, tu arrivais jusqu'au meilleur stade, donc voilà. Donc il nous a éduqués de cette manière-là. Nous, on était sur les paddocks moto avec mon frère, avec des Piouis à faire de la moto, non-stop. Donc forcément, on a été piqués, super jeunes. Et puis avec mon frère, tu bien, comme on disait, des frères jumeaux, même tête, même mentalité, même capacité physique. Et le problème, c'est que tous les week-ends, quand on allait faire du cross dans les champs, tu sais, on avait fait un petit circuit, bah, il fallait toujours qu'il y ait un meilleur, quoi. Donc voilà comment ça a commencé la moto et surtout la rivalité et la compétition, dans notre éducation. D'accord. Ton père, enfin votre père, il vous a vraiment mis dans le côté compétition, il vous a poussé à faire de la moto ou c'est vraiment devenu de vous-même parce que bah forcément le fait de côtoyer de la moto tout le temps, c'est venu comme ça? Notre père, il nous a donné sa passion de la moto Ouais. et il nous a éduqués dans la compétition. Donc ça veut dire que tout le temps, qui va être le meilleur entre Kenny et Freddy? Et en plus de ça, pendant des années, quand il était meilleur que nous, il arrêtait pas de nous dire: «Je vous ai battu là». Donc en Ouais, fait, on a OK. vécu dans la compétition, Ah mais oui, il par était vraiment contre, excellent à la compète. c'était nous qui poussions parce on a commencé la compétition qu'à 18 ans. Ah ouais? Ouais. Donc en fait, on l'a poussé, on a dit: «Non mais attends, vas-y, tu es gentil, mais nous on veut commencer quoi». Et en fait et bon, c'est à l'ancienne quoi. Il a tout fait, comment dire? Au feeling et en fait, du jour au lendemain, il nous a dit: «Bon bah écoutez, on vous faites de la compétition, dans 3 mois, il y a une course au Mans, vous la faites». J'ai acheté 2 motos, et les 2 motos, c'était des motos de Moto3 comme en Grand Prix, hein. On n'a pas commencé sur les petites motos moyennes, on faisait que du cross. Donc je t'explique le début de carrière, quoi. Le début de carrière, c'était, rock'n'roll, quoi. Ah ouais? C'est monter direct, enfin, tu sais pas faire de moto, je te mets sur une moto de course direct. Enfin si, en fait, on savait faire de la moto, Ouais, mais pas de la mais vitesse ouais. la vitesse sur circuit, quoi. Donc c'était rock'n'roll, mais en fait, ce que mon père a fait, c'est que enfin, mes parents ont fait, c'est qu'ils nous ont mis dans la moto, mais avec les bonnes valeurs. Tu vois, les valeurs de, bouge-toi le cul, tu rien sans rien. On n'avait pas de mécanicien, on n'avait pas le temps de se la péter parce qu'en même temps, on pouvait pas se la péter, on n'était pas bon. Donc, mais tu vois, tous ces trucs-là faisaient qu'on a eu des bonnes valeurs, en fait. Mmh. Et en fait, tu sais, c'est ce que j'ai dit et c'est ce que je dis beaucoup, c'est que quand tu as un frère jumeau, tu dois battre ton frère que t'aimes le plus au Mais monde. j'avoue, ça doit être compliqué ça, hein. Et en fait, c'est compliqué parce qu'en fait, souvent, on éduque, les sportifs à battre les autres Mmh. en les détestant. Mais en fait, c'est facile.
Tu sais, c'est facile d'avoir de l'énergie à battre quelqu'un que tu détestes parce que tu as envie de le battre. Mais demain, quand tu te retrouves avec un mec que tu aimes et que tu dois le battre et qu'à la fin du compte, c'est une grande course que tu vas gagner ou un truc comme ça. En fait, tu comprends qu'en fait, l'importance de l'aimer ou de pas l'aimer, ça change rien. C'est Mmh. que tu l'aimes, mais dès que tu mets le casque, C'est la c'est compète. fini. Et ça, tout le monde dit: «Ouais, mais moi je fais pas la diff» et ça, c'est quelque chose de difficile. Et en fait, on a aussi appris l'humilité grâce à ça. Parce qu'en fait, quand moi je gagnais, le week-end, c'était moi qui faisais le meilleur chrono. Toute la semaine, je faisais le malin. Je disais: «Eh, tu vu?» et tout, alors que ça soit mon frère aussi, hein, il le faisait et tout. Le problème, c'est que pendant 5 jours, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, en Ils fait, étaient moi, j'étais en train bombardés. de donner à manger à mon frère et le dimanche d'après, il attendait qu'un truc: «Vas-y papa, prends mon chrono, là, je vais te tuer». Tu Ah ouais. vois? Et en fait, ça nous a appris aussi, bah, dès qu'on a grandi avec l'humilité en disant, bah, quand j'étais plus vite que mon frère, toute la semaine, je disais rien. «Non, mais tu bien Freddy, à Kenny, tu bien, t'inquiète». Pour Ouais. en fait, pour lui remettre une charge à tu vois? Et je trouve que toutes ces choses-là, bah, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, en fait, on l'oublie, en fait, Ouais, ces ouais. valeurs d'humilité, de détermination. Et en fait, on est trop sur, l'image, montrer que je suis fort, Ouais. psychologiquement. Alors que si tu veux montrer aux gens que tu es fort, ça veut dire qu'au fond, tu pas fort. Parce Ah mais qu'un c'est mec qui est clair. bien dans sa tête, il dit rien. Ouais, ouais, c'est clair, hein. Donc c'est ça, c'est toi toute cette, Mmh. éducation qu'on a eue, Ça, c'est bon ça. on a forcément galéré parce que mes parents, ils avaient pas plus d'argent que d'autres. Mais pa et par contre, voilà, on a eu beaucoup de sacri ils ont fait beaucoup de sacrifices pour notre carrière. Ça a mis longtemps à arriver, mais dès que c'est arrivé, par contre, ça a explosé parce qu'on avait tellement faim Ouais. qu'en fait, on avait peur de rien, quoi. Est-ce que tu penses que tu es obligé de détester tes adversaires pour faire de la compète? Alors, je te le dis, là, j'en suis persuadé que non, en fait, parce que Kenny et moi, en tout cas, on a quasiment, à part, même pas, on a des problèmes avec aucune personne, en fait. Et si on a un problème avec une personne, on fait en sorte que ça reste pas longtemps, quoi. Parce que pourquoi? Parce que quand on fait une connerie, bah, on assume Mmh. et quand il y a un problème, bah, on va parler à la personne en disant: «Mais c'est quoi ton problème, quoi?» Alors, je parle pas de ça. Je parle, quand je dis adversaire, c'est, détester, ça veut dire de partir dans l'optique que comme c'est des concurrents, je suis obligé de ne pas les aimer, je peux pas être, Non, pote non, avec eux, tu alors, vois? bah, non, moi, ça me dérange pas de leur parler. Dès que je mettais mon casque, il fallait que je les tue. Enfin, les tue, tu me comprends, il fallait que Ouais, je les mais fait batte. que tu Mais gagnes. par Ouais. contre, après, on pouvait rigoler en disant: «Putain, je t'ai bien battu» et en fait, c'était là où c'est la vraie compétition. Bah C'est oui. que tout le monde disait à l'époque, tout le monde se détestait et tout ça, tout le monde montait les Mmh. choses. En fait, le bon côté des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu peux plus dire des méchancetés sur les autres. Parce qu'en fait, tu te fais juger par 3 millions de personnes qui Ouais. connaissent rien. Tu peux plus dire ça. Mais en fait, moi, je trouve que c'est là les vraies valeurs. C'est là où les mecs, ils sont forts. C'est qu'en fait, ils sont capables de prendre une bière avec un mec et que le lendemain, ils sont capables de lui faire la pire crasse pour être champion du monde. Moi, je trouve que c'est génial, toi. Et je t'expliquerai, mais avec l'académie, là, on a eu une dernière course où il y avait 3 gamins qui se battaient pour le titre et 3 gamins qui voulaient gagner la dernière course parce qu'ils c'était sous la Ouais. pluie. Et il y en a sur les 6, il y en a aucun qui se sont fait des cadeaux. Et j'ai fait: «Ben voilà» et pourtant après, Mais après, ils rigolent dans le paddock ensemble, ils font les cons ensemble, toi. mais C'est ça, en c'est fait, la vraie vie. mais pour C'est moi, je vrai. suis complètement d'accord avec toi, hein. Et en fait, je trouve que les anciens disent: «Ouais, mais nous, avant, on se parlait pas, on passait pas des vacances ensemble». Mais j'ai fait: «Non». C'est parce qu'en fait, vous vous montiez la tête. Mais en fait, aujourd'hui, battre la personne qui est à côté de toi pendant la course et faire zéro cadeau, c'est bien plus difficile que que de détester une personne, tu vois? Parce que détester, c'est facile. Tu as vu, tu te montes la tête, tu fais: «De toute façon, je veux le tuer, je veux le tuer» et d'ailleurs, si tu le détestes, tu vas t'énerver et Mmh. si tu t'énerves, Tu tu moins pas bon. 100 conscient. Mmh, c'est clair. Donc ça veut dire que tu vas faire des erreurs. Non, mais ça, c'est vraiment judicieux, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai un petit peu, joué là-dessus parce que c'est un élément qu'on voit souvent, tu sais, des fois quand tu es un peu dans la compétition, tu te dis: «Ouais, tu peux pas être pote avec, alors pote, c'est peut-être un grand mot, mais avec tes adversaires». Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Tu as le avant et l'après. Pendant la compète, là-dessus, on est pareil. Mmh. On s'est Ouais, déjà ouais, affronté sur des ouais, c'est trucs. ça. Pendant la compète, c'est la compète. S'il y en a qu'un gagnant et ça joue à rien. Mais avant et après, bah, tu peux être très bien pote avec le gars et ça change rien du tout, hein, Souvent, franchement. tu sais, ce que je dis, c'est que en fait, quand tu n'aimes pas quelqu'un, en fait, tu te donnes une excuse pour, lui en vouloir, en fait. Mais en fait, à la fin, si tu regardes, à la base, si tu l'as pas gagné, c'est pas de sa faute à lui. Si tu l'as pas battu, pardon, c'est pas de sa faute à lui. C'est de ta faute à toi. C'est parce que tu as fait quelque chose que tu aurais pu mieux faire. Et en fait, c'est ce que je dis souvent dans la formation de nos jeunes aujourd'hui, c'est: «Les gars, quand vous gagnez pas une course, 99 des fois, c'est de votre faute. Mais attention, c'est pas de votre faute parce que vous avez fait mal, c'est parce que vous avez encore plein de choses à apprendre». Ouais, c'est ça. C'est ça qui est, à mes yeux, c'est ça où on fait la grosse diff, quoi. Donc du coup, si on résume un petit peu l'enfance, bon, il y a eu, forcément votre père qui vous a mis, le pied à l'étrier au niveau de la moto. Le fait que tu aies du coup un frère jumeau,
t'as la rivalité. Mais est-ce que toi, tu penses que ça a été un énorme frein ou plutôt un énorme avantage d'avoir quelqu'un comme ça qui va te challenger chaque semaine? Avantage. Enfin, c'est une chance. C'est pas un avantage, c'est une chance, en fait. On a une chance que tous les matins, enfin, avec mon frère, c'était, tout le temps. C'était là, on parle de moto, toi, mais on était à table, ma mère, elle nous servait, 2 verres d'eau. On attendait que le deuxième soit plein et c'était le premier qui le finissait, quoi. Tu vois, c'était des C'était pas un trucs, peu trop ça, par contre, la compétition de tout comme ça? non, Vous, ça vous y est marré ou c'était vraiment tout le non, et temps puis j'ai pas de mauvais souvenirs, en fait. Tout Ouais. le monde dit: «Ouais, il faut pas comparer et tout ça», mais en fait, nous, c'était notre kiff, en fait. Et le truc, c'est que c'est pour ça que je pense qu'on est devenu extrêmement humble dans la compétition, dans la réussite et tout. C'est qu'en fait, on a vite compris que c'était qu'un jeu, en fait. Alors après, quand c'est ton boulot, c'est aussi une autre chose, hein. Là, on a appris d'autres choses. Ouais. Quand tu signes ton premier contrat, c'est différent. Moi, je m'en rappelle avoir signé mon premier contrat et m'être dit: «Putain, mais tout ça pour ça, en fait. Ça fait 10 ans que je me casse la tête, ça fait 10 ans que je suis chez mes parents». Tu vois, je crois que je suis parti de chez mes parents à 24 ans parce qu'en fait, je mettais tout l'argent dans la compétition moto. J'ai mon premier contrat, je suis super heureux. Je vois mon premier patron qui me parle, j'ai fait: «Putain, mais en fait, je me bats pour avoir ça comme travail, toi». Tu vois, sur le coup, je m'étais dit alors que c'était mon rêve. Tu vois, donc c'est là où c'est et avec, Kenny, c'était ça, c'était qu'en fait, on était tellement habitués à avoir toujours de la compétition qu'en fait, on s'amusait dans la compétition. On s'amusait clairement, en fait et quand tu arrives à avoir une passion et que d'un seul coup, c'est ton travail et ben là, on en reparlera plus tard, mais tu verras que là, c'est plus la même histoire, là. Là, ça change tout. Parce que en fait, tu te rends compte que, ton plaisir n'est plus un plaisir, en fait. Tu vois? Et tu arrives plus à te faire plaisir parce que tu as une pression qui est tellement haute sur tes épaules, tellement importante que là, ça devient compliqué. Alors, en parlant de ça, c'est une parfaite transition sur la partie numéro 2 qui va être le mental. Le mental. Là, donc du coup, tu as commencé la compète à 18 ans. Donc avant, pas du tout de compète de moto, jamais rien du On tout. faisait de l'athlétisme. Tu faisais quoi en athlé? On faisait des cross-country, là, tu sais, Ah, tu faisais on faisait du du... foot, tu sais, Ouais. on faisait plein de sports, en fait. On Ouais, faisait un plein de sports, maximum de mais sports, en compétition quand même, t'avais fait le on truc ou faisait pas? ouais, en foot, on a arrêté parce que c'était chaud, et je pense que, toi, sport de co, c'était pas trop notre truc, je pense, toi et Ouais. puis, moi, je me rappelle avoir mis beaucoup de pression, mais par contre, l'athlétisme, on a adoré. On a été je sais plus, on en a fait jusqu'à 13, 14, 15 ans, tu vois? Mais on habitait dans la région parisienne, on a été champion des Yvelines, on a été champion régional, tu vois? On courait bien, quoi et d'ailleurs, quand on a décidé de faire la moto, parce que mes parents n'avaient plus l'argent pour, faire tous les sports possibles, Ouais. toi et les coachs, ils étaient dégoûtés, quoi. Parce qu'en fait, on foutait rien. À l'entraînement, on jouait au foot et le week-end, on était bon. Tu vois? Donc ils disaient: «Mais le jour où ils s'entraînent ces gamins, c'est con là, ils vont vraiment être bons». Le problème, c'est qu'on voulait tellement être pilote moto que Ah, tu peux pas courir après 2 lièvres, hein, tu vois? Donc t'arrives première compète, donc GP, donc alors moi je connais en en moto. fait, c'est championnat de France moto 3, tu vois? On est arrivé, ça Ouais, s'appelait 125 à l'époque ouais, et là, c'est vraiment il y a eu 2 parties dans le début d'une carrière. Là, on a eu des carrières, c'était des motos 2 temps et mes parents, bah, il y avait pas beaucoup de thunes. Mes parents, ils ont pris la décision enfin, mon père a pris la décision d'acheter des motos, c'était pas les meilleures et là, c'était galère sur galère, moteur qui pète et tout ça et moi, pour ma part, pendant 3 ans, j'ai fait plus de mécanique que de moto. Toi, d'accord. donc j'étais arrivé à un stade où je n'aimais plus faire de la moto. Ah putain, Mon c'est dingue. frère, on a toujours été pareil. Mon frère, à la fin, au bout de 3 ans, il était 3 secondes ou 4 secondes au tour plus vite que moi. 3 secondes ou 4 secondes, pour ceux qui connaissent pas, c'est le jour et la nuit sur Ouais. une moto, quoi. C'est premier et dernier, quoi, quasiment. Ah ouais? Ah Ça joue ouais, à 4 c'était secondes à peu près, ouais, ouais, entre, quand tu as un bon niveau, ouais, c'est ça, les meilleurs jusqu'au 20, ouais, c'est à peu près 4 ou 5 secondes au tour, toi. Et j'étais devenu vraiment, pas bon. J'avais peur quand je montais sur la moto parce que le moteur cassait sans arrêt et au bout de 3 ans, j'ai dit à mon père: «Papa, en fait, ce qu'on va faire, c'est que comme Kenny se débrouille bien, tu vas tout mettre sur le budget de Kenny. Moi, je vais aider, tu sais, Kenny, pour qu'il y arrive et ensuite, bah, l'année d'après, comme ça Kenny va réussir et l'année d'après, tu me raideras pour que je fasse quelque chose». Merci mon Dieu, mon père a dit non, parce que il a fait: «Non, si j'en aide un, j'en aide 2». Et donc j'ai dit: «Bah, à ce Ouais. moment-là, laisse-moi monter sur la catégorie au-dessus». Donc c'était des 600 centimètres cubes et c'était des motos de route. Donc en fait, tu achetais une moto dans un concessionnaire moto, tu mettais, des suspensions, donc une fourche et un amortisseur, des pneus slick et c'était bon. Tu vois? Et la moto, ça roulait non-stop, il y avait pas besoin de faire plein de réglages. Et mon père, il me dit: «Non, non, je connais pas, j'ai pas envie et tout» et un mois avant la compétition, il me dit: «Tu sais quoi Freddy, tu me saoules tellement que fais ce que tu veux, par contre J'imagine je bien ça. t'aide, J'imagine bien que tu l'as bien je saoulé. t'aide». Il me dit: «Je t'aide comme je peux, mais débrouille-toi. Si tu y arrives, feu».
Et donc, je pars au concessionnaire. Le concessionnaire me fait un paiement fin d'année sur la moto. Et j'arrive avec une moto. Et en une semaine, je prépare ma moto et je vais à la première course. Et ça a été le tournant de ma carrière. Parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte la chance que j'avais de faire de la moto. Je me suis rendu compte l'argent que ça coûtait de faire de la moto. Et d'un seul coup, en fait, je me suis mis à faire plein de tours. Pour te dire, la première fois que je roule, j'étais mon frère qui roulait sur sa petite 125. Moi, j'étais sur une 600. Et Kenny se blesse. Et non, hein, moi, je pars, je roule. Et à un moment donné, la moto qui tombe en panne. Et j'ai fait, putain, j'ai cassé le moteur encore, ça me saoule et tout. Je rentre voir mon père, je fais, putain, j'ai cassé le moteur, ça marche plus. Mon père, il dit, c'est pas possible, c'est une moto de route. Elle est neuve, c'est pas possible. Il s'approche de la moto, il fait le petit voyant orange qui clignote là. Ça fait longtemps qu'il clignote? Je fais, ouais. Il me dit, Freddy, t'as plus d'essence. Je fais, ah bon? Et Il je faut fais, mettre ça de veut dire que je peux l'essence. retourner rouler? Il me fait, bah oui. Et là, je remets de l'essence et je repars, toi. Parce que d'un seul coup, avant, je faisais 4 tours et je devais m'arrêter parce que Ouais. j'avais cassé le moteur. Là, je faisais 25 tours et Ah ça oui. roulait, toi. Donc, d'un seul coup, j'ai repris confiance. Et là, à partir de là, j'ai fait, en 3 ans, je me suis retrouvé quasiment sur une moto officielle, en fait. De 2004, en 2 ans et demi, je me suis retrouvé dans un team. Ça s'appelait le Junior Team Suzuki. Donc, en fait, c'était pas un team officiel, mais tu ne payais plus pour rouler. Tu sais, c'était plus toi qui achetais ta moto et tout. En fait, je rentrais dans une structure et tout était gratuit. Par contre, j'étais pas payé. Donc, c'est entre les deux, toi. C'est semi-officiel. Ah ouais, ok, d'accord. Et je là, vois. et en 2006. Donc, tu vois, j'ai fait ça en 2004 et en 2006, je suis rentré dans une structure professionnelle. Et là, à partir de là, c'est parti. C'est parti. Et surtout, ce qui est mental et tout, en fait, là où moi, j'estime que j'ai été différent, et c'est ce que je dis aux jeunes aujourd'hui, c'est que j'ai fait moi, du par mon passé, j'ai jamais été le meilleur, toi. Jamais. Par contre, j'ai dû en faire 10 fois plus pour être au niveau des autres. Et j'estime que sur une moto, c'était pas moi qui avais le plus de talent, j'étais pas le meilleur. Par contre, j'ai battu des mecs qui étaient meilleurs que moi parce que sur l'envie, sur la mentalité, j'avais plus envie que n'importe Ouais. qui. Et j'étais prêt à tout pour avoir ce que je voulais. Et toi, par exemple, je rentre en 2006 dans un team professionnel, toi, donc où je me retrouve en coéquipier avec des pilotes officiels, toi. Donc d'un seul coup, tu passes du team avec papa, Ouais. toi, où moi je fais ma propre mécanique, à un team, le mec à côté de moi, il gagne les 24 heures du Mans, toi. Ah Donc ouais, c'est moi, fou. j'étais le plus heureux du monde. Je me suis dit, je vais apprendre de ce mec. Et d'ailleurs, j'ai appris. Et ils m'ont donné beaucoup, ces personnes-là, quand je roulais. Et par contre, au bout de 2 cours, j'ai fait, non, mais je vais pas y arriver tout seul. Je vais pas y arriver tout seul. Et je venais de passer mon brevet d'état, éducateur sportif moto. Et en fait, bah, j'avais été pote, enfin, je m'étais fait pote avec un mec de la vitesse. Donc, et je lui dis, viens m'aider. Viens te mettre au bord de piste et regarde-moi, parce que j'y arriverai pas tout seul. Parce que j'ai pas, tu sais, t'as pas le recul, toi. Et déjà, à cette époque-là, en 2006, j'ai eu ce recul-là. Je sais pas comment j'ai eu. Mais j'ai fait, viens m'aider, toi. C'est quand même vachement humble de Ouais, dire, ouais. je vais pas y arriver tout seul, et viens m'aider, tu vois. Parce que du coup, ton team, il t'aide pas sur cette Non, non, partie-là? non, tu te débrouilles. Tu te débrouilles? Tu te débrouilles. Ah, moi, je pensais que T'arrives, t'as pas de coach ou de trucs comme ça, non, en non, fait. non, le coach, c'est moi qui l'ai décidé de le prendre en plus, toi. D'accord, ah, c'est marrant ça. Je pensais que t'avais quand même Et, et, un. et, et ce coach-là, c'est resté jusqu'au même, jusqu'après toutes les victoires que j'ai eues par le passé, Et quoi. du Ah coup, bah, voilà. son rôle, c'est quoi? Le rôle, en fait, c'est, tu sais, quand tu roules en moto, tu as t'as l'adrénaline qui prend énormément de place. Tu vois? En fait, il y a plein de choses que tu vas pas te rendre compte de ce que tu fais, surtout quand t'as pas beaucoup d'expérience. Et en fait, d'avoir un œil toujours extérieur te permet de dire, OK, là, tu vois, on avait dit que tu devais faire ça, mais le problème, c'est que tu étais tellement à bloc parce que tu as essayé de suivre un autre mec Ah. que tu as oublié de faire l'exercice. Tu vois, c'est juste avoir du recul et d'avoir les pieds sur terre. Et après, voilà, quand il y a d'autres pilotes qui sont meilleurs, ils font des trajectoires qui sont différentes. Et il dit, bah, tu vois, essaye cette trage-là. Parce que là, lui, il a fait ça et je pense que c'est quand même pas mal, toi. Et Mmh. toi, on a commencé comme ça, travailler la position, ta position sur la moto. Et en fait, toutes ces choses-là m'ont amené au succès que j'ai eu. Et en fait, comme je dis, moi, je le dis haut et fort, tous les victoires que j'ai eues, je les ai eues parce que sûrement j'ai pris les bonnes décisions au bon moment, mais parce que j'ai su m'encadrer de personnes et j'ai su faire confiance à des personnes, en fait, qui m'ont Mmh. aidé, en fait. Donc, et ça, c'était le début de la carrière. Et après, côté psychologique, là, on était dans le truc psychologique, hein. Ouais, dans le mental. Par exemple, on revient juste un tout petit peu sur ta première course. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu as fait vraiment ta première course, c'était quoi? Qu'est-ce que tu avais en tête? Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu Alors, étais quand même relativement sûr de toi? C'était quoi un petit peu première l'état course, d'esprit? imagine-toi, tu fais jamais de moto de ta vie et tu arrives sur une moto de Grand Prix qui est hyper compliquée et que tu n'as jamais fait de ta vie. Je me rappelle avoir pleuré Ah ouais?
en disant à mon père: «Mais papa, tu es sûr que tu veux pas qu'on aille faire des essais un peu? Parce que là, on arrive au Mans». Tu sais, on s'entraînait sur le circuit Carole qui était tout petit. Là, on arrive au Mans et on pleurait avec mon frère, tu vois? Et moi, je me rappelle avoir pleuré et en fait, il nous a amenés le lundi d'avant pour aller au moins rouler une fois sur le Ouais, circuit du Mans, histoire de quoi. voir comment c'était. J'ai fait: «Mais moi, j'ai peur, on était Tu m'étonnes. en panique, hein». Je me rappelle le samedi, je casse le moteur. Je casse tout, on avait plus de moteur et tout, enfin, tu sais et puis le samedi, en plus le dimanche, on arrive à être qualifiés. Déjà, c'était déjà extraordinaire. C'était comment la qualif? Ça se passait comment? C'est 30 minutes, il était à 40 places, on était une 45 je crois et puis, et moi je pense que si je me rappelle bien, j'avais été qualif parce qu'il y avait un qui s'était blessé, Putain, ah tu ouais, vois? vraiment, Et tu es j'étais passé pas je par, suis pas le arrivé trou des chiottes, quoi. et c'est complet mais ce que je veux dire, c'est qu'on comprenait rien à la compétition. Mon père, il nous a balancé là-dedans, on comprenait rien à la compétition et imagine-toi que mon père, c'était un très bon pilote, Ouais. donc tout le monde nous attendait. Tout le monde Ah, tu avais la pensait pression voir du non, daron? non, Enfin nous on de l'avait pas. Nous, non? c'est avec du recul Ah oui. tout le monde, on pensait on nous attendait, en fait et en fait, c'était super marrant parce qu'avec du recul, tout le monde nous a attendus parce que les frères Forêt arrivent, parce qu'ils étaient tout le monde nous voyait dans le paddock, tout le monde nous connaissait et en fait, quand ils nous ont vu arriver, bah, laisse tomber, c'était un sketch, quoi et Ouais. heureusement qu'on n'est pas arrivé à maintenant, là, avec les réseaux sociaux et tout, parce que sinon ça aurait été trop compliqué Ah ouais? et la course, c'était, voilà, mon frère l'a expliqué dans un podcast il y a pas très longtemps, mais la course, on est tombés nous 2 au même endroit, à un tour d'intervalle Mais non. et en fait, mon frère avait cassé le casque Ah ouais, en ah ouh! tombant et moi j'étais tombé dans la gadoue et la moto était dégueulasse et en fait, mon père roulait dans la course d'après. Donc on a attendu dans les voies de sécurité, le temps que lui parte à sa course et nous on est rentrés. Moi, j'ai nettoyé la moto pour que, tu vois, tu sais, pour que ça fasse moins peur, tu vois? Et Kenny, il a nettoyé son casque, tu vois? Il va dire: «Ah, moi, on a cassé ton casque, mais par contre, la moto, regarde, elle a pas grand-chose» parce que, tu sais, on n'avait pas de thunes, toi. Donc il disait: «Mais vous tombez», tu vois? C'était vraiment moi, les 3 premières années de carrière sur les 125, j'ai aucun souvenir. Tu me demandes ce que j'ai fait, à part cette course-là, j'en ai aucun souvenir. J'ai l'impression que j'ai plus appris de la mécanique que de la moto, en fait. D'accord. Après, par contre, voilà, après, j'ai compris ce que c'était, toi, quand je suis arrivé en 2004, c'était en 2001 et quand je suis arrivé en 2004 où j'ai commencé à rouler sur une 600, là, j'ai commencé à comprendre. Et cette course-là, du coup, la première fois que tu fais une compète en 600? Bah, là, je comprends qu'il y a un boulot monstre à faire. Il y a un boulot monstre que je comprends rien, je comprends pas comment parce qu'une moto, ça se règle, tu vois? Mais je découvre tout, en fait. Donc dans l'année, en fait, c'est pas la première course, c'est toute l'année, je comprends qu'il y a un travail monstrueux à faire, toi. Mais avec un peu de naïveté aussi, toi, parce qu'à cette époque, mon père, il me disait: «Bah, attaque». Il me dit: «Bah, je sais papa, comment je fais pour aller plus vite?» «Bah, tourne plus et accélère plus tôt». Tu vois? C'était vraiment, mais tu vois, notre père a jamais eu la pédagogie. Mmh. C'est dur, hein, ça, hein? La pédagogie, c'est un métier. Mmh. Mais par contre, il nous a donné en fait, le plus important, la pédagogie, j'ai presque envie de te dire, c'est pas grave. On s'en est sorti en fait. C'est juste par contre les valeurs qu'il nous a données sans le savoir, de dire: Ouais. «Bah, toi mon pote, tu veux ça? Bah, vas-y, hein». Tu sais, ce que je dis souvent au Phoenix, c'est assez drôle, hein. Pour moi, la réussite, c'est 80% dans ton état d'esprit, ton mindset, ta détermination, et cetera. Tes compétences et connaissances, c'est ce que tu expliques et nous, on le transmet, au business, pareil, on le transfère. Mais tu sais, ça, tu peux l'acquérir. Par contre, le mindset de Phoenix, tu Mmh. vois? Phoenix TV, Ouais, c'est ça. ouais. Mindset de Phoenix, c'est dur à acquérir si tu l'as pas déjà de base, tu vois? C'est un truc tu peux avoir, tu sais, tu peux avoir les balbutiements et ça se développe avec l'âge. Mais si tu es pas du tout dans cet état d'esprit, tu pourras pas faire de choses importantes, ni dans le business, ni dans le sport. Parce Alors que c'est je 80%. suis ouais, si, tu peux être le meilleur pilote du monde, si t'as pas la mentalité, tu iras nulle part. C'est horrible à dire, hein et je peux te dire qu'on le dit en ce moment avec nos enfants, avec nos jeunes, hein. Tu bon, c'est cool, mais ça t'emmène nulle part. Tu es déterminé, c'est génial parce que ta détermination peut t'emmener partout. Mmh. Mais tu sais, c'est difficile aujourd'hui, hein, tu sais, avec la communication, à laisser croire qu'aujourd'hui, tu en fais le minimum et que tu réussis, j'ai envie de te dire que c'est quand même compliqué. Moi, j'estime qu'on a eu une chance Ouais. de pas avoir ça quand on était jeune, toi. Parce que je pense qu'on aurait été démotivés, hein. Tu sais, on était un peu naïfs. Tu sais, tu déterminé, tu y vas et puis, Mmh. tu as un objectif et puis voilà, quoi. Ça n'a rien à voir, une petite parenthèse. Là, tu parlais des réseaux sociaux. Toi, tu considères que les réseaux sociaux à l'heure actuelle, c'est un plus? Je parle pour le business ou pour les sportifs. C'est les gens qui veulent lancer quelque chose, qui veulent faire un truc de leur vie, n'importe quel domaine, musique, tout ce que tu veux. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, ça aide les jeunes ou ceux qui veulent réussir, ou plutôt ça va être néfaste parce que tout ce que tu as dit, le côté facile, etc. Alors, en fait, une fois de plus, il y a rien de bon ou de mauvais, c'est une question de point de vue. Donc, mon point de vue est de dire, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Voilà.
C'est que les gens laissent croire, 90% des gens qui utilisent les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Ils en rajoutent, ils font croire que tout va bien. Moi, je me rappelle quand j'étais pilote, je me servais des réseaux sociaux, mais pas à fond. Et un jour, je me prends la tête avec ma femme. Et une demi-heure après, je mets une photo, grand sourire parce que je devais faire un Ouais. truc. Et elle me dit: «Ah bah, toi, c'est comme ça». J'ai fait: «Bah, c'est ce qui prouve que c'est pas la vraie vie». La vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux. Par contre, c'est super intéressant parce que tu apprends plein de choses. Mais une fois de plus, intéresser, c'est pas parce qu'il y a une personne qui parle, tu vois? Attention, là, je suis assez tranché et je suis pas tranché, c'est mon point de vue. C'est que moi, j'écoute les gens sur des podcasts, j'écoute parce qu'ils ont réussi dans ce qu'ils ont entrepris, Mmh. tu vois? Mais je n'écoute pas des gens qui disent des choses, mais qui n'ont rien fait. C'est juste qu'ils Ouais. ont entendu à droite et à gauche. Eux, par contre, ils sont dangereux. Mais par contre, si tu vois que il y a des gens, tu vois, là, j'ai écouté il y a pas longtemps le podcast de Mouratoglou. Lui, j'adore parce que, tu vois, pour les jeunes et tout ça, il a fait Ouais, plein c'est de top. choses. Chez Tu vois, les c'est jeunes? super, voilà, c'est Ouais. super intéressant. Tu vois, des gens qui ont créé des choses, tu vois, tu as créé des choses, tu pars de quelque chose, toi. Mais les gens qui parlent et qui font la morale sur les Mmh. réseaux sociaux et qui n'ont rien fait, Je tu veux que je je te dise encore un truc et encore plus loin? Parce oh, que ça, comme ça va être bien. qu'il aille se faire enculer? Non? Non, non, non. Ah ça, c'est moi qui l'ai dit, Non, merde! non, bah, c'est toi, moi je suis pas vulgaire. Tu sais, il y a des Non, mais choses, on va le moi biper, j'ai eu mais un les gens problème vont dans comprendre. ma vie, j'ai eu une intolérance au lactose qui m'a posé Ouais. énormément de problèmes et on a mis longtemps et en fait, c'est un médecin qui m'a foutu dans la merde parce que quand je suis arrivé, je lui ai dit: «Je crois que je dois avoir une intolérance parce que c'est après les repas que je galère». Il m'a dit: «C'est impossible Freddy». Pourtant il savait que je faisais attention à ce que je faisais. Il m'a dit il y a 5 ans, il m'a dit: «C'est impossible». Je fais: «Bon, OK». Pendant 1 an, j'ai vécu l'enfer parce que j'ai écouté ce médecin et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les médecins, ils font un job extraordinaire. Sauf qu'il y a un truc qu'ils n'ont jamais eu, les médecins. C'est que les médecins n'ont jamais été malades. Et donc, comment tu peux savoir que quand le mec il a un cancer, qui vit l'enfer, comment tu peux aider à le soigner? Mais là-dedans, c'est qui Mmh. lui explique? C'est pas le médecin. Parce qu'en fait, quand t'es pas malade, tu peux pas comprendre ce qu'il a le mec. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, en je fait, vois. c'est pour partout, tout le monde pareil. Moi, quand on m'a dit un jour, quand il y a un mec qui est blessé, je lui dis pas, «Comment ça va?» parce que je sais que ça va pas bien. Ouais. Tu dis, tu trouves un truc, tu dis: «Bon, bah, comment ça va?» enfin, «Comment tu te sens?» enfin, tu sais, c'est Ah, compliqué. mais c'est Mais en compliqué fait ça, et hein? tu dis: «Ouais, je te comprends». Non, Ah, tu non, peux tu pas non comprends plus. pas. Tu comprends pas, tu comprends pas que, tu sais, quand moi j'arrête ma carrière avec, parce que j'ai mon bras qui marche plus, le mec il me dit: «Ah, je comprends que tu veux arrêter». Non, mon pote, Tu comprends tu pas. comprends pas et en fait, quand ils disent ça, parce que c'est de la maladresse, hein, c'est de la maladresse Ouais. et quand je reviens aux médecins, c'est parce que des moments, ils sont maladroits. Je remets pas en compétence parce que je suis pas médecin, comme je dis à chaque fois. De toute façon, je suis pas docteur, mais je crois qu'il y a un problème. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que tout se passe dans la tête, en fait. Quand il y a quelqu'un qui vit, l'enfer, qui a un énorme accident et que tu vois, il en 2 voitures et qui ressort, normal et tout, parce qu'il a eu de la chance, mec, il va pendant 2 ans, il va pas être bien parce qu'il s'est pris une bagnole en pleine face et il a eu la peur de sa vie, quoi. Et ça, quand tu viens, tu dis: «Ah, j'ai eu un accident», et toi tu dis: «Ah, je peux comprendre, ça fait peur». Non, non, tu t'es jamais pris une Mmh. voiture en pleine face, toi, mais ça peut être plein de choses, hein, tu sais, ça peut être des trucs et c'est là où, en fait, j'estime que les réseaux sociaux aussi, ils donnent des conseils alors qu'ils ont pas vécu le truc et c'est là où je trouve que c'est dangereux. Mais par contre, il y a des choses qui sont super intéressantes dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai appris sur des vidéos, j'ai vu des mecs qui parlaient, qui expliquaient leurs histoires. C'est super intéressant, mais tu sais, ça fait un peu, tu sais, c'est un peu, comme les commères, en fait. Ouais. Tu sais, les grands-mères. En fait, on est tous des commères, en fait, avec les Mmh. réseaux sociaux. On aime bien avoir un petit peu à droite, à gauche. «Ah, tu vu, c'est passé ça à droite?» Ouais, ça. Putain, reste concentré sur ta vie, mon quoi et déjà c'est ce que je dis, hein, c'est horrible à dire, hein, je ne regarde plus les informations à la télé. Je regarde plus la télé. Moi Des non plus, moments, hein. mes parents, ils m'appellent, ils me font: «Tu vu?» Je Non. fais: «Non» Ouais, ouais, et tu pareil. sais pourquoi? Et là, je le dis haut et fort, ça je l'assume à 100. Aujourd'hui, il est assez compliqué de s'occuper de sa famille correctement et d'aimer sa famille, donc ça veut dire ma femme et mes enfants et ma famille autour, correctement. Je vais pas commencer à pleurer parce que, à l'autre bout du monde, il y a un mec, il s'est fait tuer parce qu'il est retrouvé dans une fusillade où il y a eu un feu à droite. Oui, je suis triste pour eux, mais mon gars, j'ai mes problèmes tous les matins. Demain, si ma boîte, elle fonctionne plus, je sais pas moi, le mec qui a eu un problème sur la grêle sur son toit, il s'en fout en fait. Tu vois? Et donc en fait, il faut être égoïste en disant: «Je suis désolé pour eux, mais tu sais quoi? Moi, je vais donner l'amour et mon temps à ma famille Ouais. et les autres, j'avance tout seul» et pour être honnête, depuis que je regarde plus la télé, je suis beaucoup plus, serein en fait. Beh, Parce que ça surtout fait que flipper quoi.
c'est un élément très psychologique, mais les humains se rappellent plus du négatif. Donc en fait, les infos sont 99% du temps négatifs. Il n'y a pas d'infos positives, c'est très rare, tu vois. Ils finissent souvent, c'était quand il y avait Pernod, c'est le midi, il finissait sur un petit truc positif à la fin, parce que lui, c'était plus champêtre le midi, mais c'est fait pour que ce soit négatif, parce que les gens regardent le négatif, tu vois, ils regardent pas le positif. Et c'est pareil, tu vois, je pense que si tu prends bah, je m'avance peut-être un petit peu, mais si tu prends ta carrière, tu te souviens plus de réussites ou des échecs? Quand j'étais pilote, il fallait que j'améliore mes échecs. Mes victoires, c'était juste tu sais ce que je dis aux jeunes d'aujourd'hui, c'est, une victoire est une étape supplémentaire à ta carrière. Un échec est une chance d'apprendre une nouvelle chose. Une opportunité à apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Et après, on est tous différents. Il faut s'adapter. Une fois de plus, comme je dis à chaque fois, c'est que si tout le monde restait à sa place, on arriverait à bosser correctement. Le problème, c'est que tout le monde donne des conseils à droite, à gauche et c'est là, c'est compliqué. Mais là, pour ça, c'est vraiment ça. La moi, je le sais, j'aurais pu être meilleur. En fait, il faut profiter de la victoire parce que c'est important d'en profiter, mais il faut vite passer à autre chose. Parce que si tu restes dans ta victoire, tu gagnes qu'une seule fois. C'est un peu comme tu sais, avec les JO qu'on a eu là, les meilleurs athlètes au monde, à mes yeux, c'est ceux qui sont champions du monde avant les Jeux Mmh. olympiques et qui sont champions du monde après les Jeux olympiques en ayant eu la médaille d'or. Là, eux, c'est des bêtes. Parce qu'en fait, les Jeux olympiques, même si c'est une étape, t'imagines, tous les 4 ans, c'est énorme, mais c'est juste une étape et ils continuent leur truc. Mmh. Alors qu'il y en a beaucoup, tu vois, qui sont là que le jour des JO parce qu'ils ont su être hyper bons le jour J, mais une seule fois dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est là, comme tu as pas vu Federer, il dit un truc, il dit, «Vous imaginez que j'ai perdu, la moitié de mes points sur ma carrière?» Mec, meilleur tennisman, un des meilleurs tennisman du monde, il a perdu la moitié de ses points. Ouais. Ça veut dire que la moitié de sa vie, c'est un loser, si tu le vois, côté négatif. Le mec, c'est le meilleur tennisman au monde. Imagine-toi le mec qui est, 15e mondial. 15e mondial, c'est déjà énorme. C'est énorme. Mec, je pense qu'il a perdu 70% de ses points. Et pourtant, ils sont toujours là, quoi. Donc c'est pour ça que là, c'est sur ce mindset, en fait, il faut juste apprendre de ses erreurs et rester humble dans la victoire. Et en parlant de victoire, du coup, là, on reprend un peu la carrière. Bon, première course. Après, comment ça se passe un peu l'enchaînement jusqu'à l'année dernière, l'enchaînement de ta carrière, de tes victoires. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé que, bah, comme je t'ai dit, en 2006, j'ai intégré le Junior Team Suzuki. Donc là, on a roulé en fait, dans les 24 heures du Mans et le Bol d'Or, les 2 courses, qui sont les plus prestigieuses en France, il y a 2 catégories. Le général, donc tu gagnes la course, ou le super stock. Super stock, c'est-à-dire que la moto est très proche de l'origine. En fait, la moto, il y a la préparation, c'est le minimum, en fait. Donc ça, c'est que les teams où tu commences, en fait. Donc là, j'ai commencé en endurance avec eux et je faisais de la vitesse et de l'endurance. Et en endurance, j'ai gagné, on a tout gagné j'ai gagné 3 fois le bol d'or et 2 fois les 24 heures du Mans en catégorie super stock. Donc l'endurance, ça m'a réussi. Malgré ma première course d'endurance dans ce team-là, au warm-up, le warm-up, c'est 20 minutes enfin 40 minutes de moto, 5 heures avant la course. Ok. C'est juste pour voir si la moto de course Ouais. fonctionne, telle moto neuve et tout. Et parce que j'avais été vexé par une décision de team manager, je suis parti au warm-up à bloc et je suis tombé, j'ai cassé la moto en deux de course. La moto, elle a pris feu et tout. Direct, première course. Et là, j'ai fait, mais putain, je suis un abruti, quoi. On est en tête pendant la course, à 3 heures de la fin, le moteur il casse. Forcément, on avait pris la moto qui avait déjà 3000 kilomètres. Donc, t'imagines bien que c'était pas de ma faute, du moteur qui casse sur le moment, mais c'était de ma faute parce que la moto de course a été dans un carton, toute cramée, toi. Et là, je me suis dit, tu vois, à un moment donné, tu vois, ton ego, il faut que Hmm. vraiment tu temporises, toi. Et après, l'endurance, les 3 premières années, ça a été extraordinaire parce que on a gagné des courses en endurance, j'ai fait de la vitesse, j'ai fait des bons résultats, mais j'apprenais, j'étais vraiment dans un processus d'apprentissage. Mais le problème, c'est que mon but, c'était de rentrer dans un team officiel pour gagner la course au général, en fait, pas dans une catégorie. Et là, ça a été très, très dur parce qu'il y a eu des décisions, c'était chez Suzuki à l'époque, ils n'ont pas décidé de me prendre. Et en fait, ma première course en tant que pilote officiel, je l'ai appris la veille. Ah ouais. Je l'ai appris, tu sais quoi? Je te le dis, je viens de m'en rappeler à l'instant. En fait, la semaine du bol d'or commençait, le lundi et le lundi soir, enfin le mardi, ça commençait à rouler. Hmm. Le lundi soir, j'ai le boss qui m'appelle, il me dit: «Freddy, j'ai un pilote qui vient pas, est-ce que ça te dit de venir?» C'était en quelle année, ça, du coup? 2009. 2009. Et là, je dis: «Bah oui, bien sûr, ouais». Hmm.
Et là, donc, ça part comme ça, en fait. Et est-ce que le fait que tu pas eu le temps de te préparer à ça, c'était un avantage ou un inconvénient? Peut-être pas eu le temps, tu sais, de trop gamberger, du coup? Parce que c'était Je sais pas. direct. Je peux pas te dire. Et Je avec le pense que recul comme ça? j'avais une pression, t'imagines même pas. Ouais. Il y avait mon pote, bah, que j'avais demandé, là, José, qui m'a toujours coaché. Tu sais, j'arrivais même plus à sourire. Je faisais ça. Tu vois, j'étais dans un stress, mais t'imagines pas, je suis parti à bloc tout le temps. J'ai fait 24 heures à bloc. Il y a des moments où je suis pas tombé, je sais même pas comment j'ai fait. Je sais pas, en fait, parce qu'en fait, c'est plutôt je sais pas comment j'ai géré cette course. Tellement D'accord. j'étais à bloc et stressé. Tu vois? Avec du recul, je pense pas que j'aurais pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Tu vois? Mais et en plus, à la fin, la course, on l'a gagnée. Ah, vous l'avez gagné en plus? Tu vois? Donc tout était parfait, en fait. Mais tu sais, les premières victoires qu'on a gagnées, c'est naïf. Ouais. Parce que tu crois que c'est normal. Tu gagnes, tu fais du bon boulot. J'étais très frustré parce que j'avais un coéquipier qui était meilleur que moi et j'arrivais pas à le battre, tu vois? Et ça, c'était très, très dur psychologiquement. Mais à la fin, on gagnait la course et l'endurance, c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe, ouais. C'est quoi? C'est des blocs qui sont fixes ou vous vous organisez comme vous On voulez? est 3 et en fait, c'est 1 heure de re en fait, il y avait 24 litres dans le réservoir. Donc en fait, tu t'arrêtes quand il y a plus d'essence et tu changes de pilote. Donc en règle générale, c'est entre 50 minutes et 1 heure Ah, et c'est à des toi phases pilote. d'1 Je pensais que c'était un peu plus, tu vois? Non, 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 en moto, c'est impossible. Je sais pas, moi En je voiture, ils font des runs de 3 4 heures. ah oui, mais oui, je confonds, En ouais. moto, tu roules 1 heure, je peux te dire que tu as besoin de te reposer, hein. Il y a Ouais. des moments, ça arrive sous la pluie, tu fais 2 heures, 2 heures et demie. Je peux t'assurer que tu te payes toute la course. Ça a rien à voir là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus physique. Et donc voilà, et la course, à la fin du compte, on la gagne. Et en fait, tu as la 1re partie de ma carrière où je gagne 3 fois d'affilée le bol d'or. On est champion du monde 2 fois. C'est magique, en fait. Ouais. Dès C'est le début, au magique. fait, dès le début de la Dès carrière? le début, je suis arrivé, j'ai été dans le meilleur team. Pour être honnête, je le sais, hein, j'ai été dans le meilleur team. Avec du recul, j'ai envie de te dire que ce team était tellement bon que ça aurait été quelqu'un d'autre, ça se trouve, il aurait été aussi champion du monde. Ça, c'est dur, mais maintenant, je l'accepte, tu vois? Et et puis voilà, quoi. Et puis à un moment donné, ça s'arrête. Et là, tu comprends. Et là, ça commence à être dur, là. En fait, quand tu réussis, c'est comme quelqu'un qui ouvre une boîte, il y a tout Mmh. qui marche d'un seul coup. Tu C'est pas vois? bon, Tu hein. fait: «Ouais, ouais, Mais c'est c'est pas pas bon». bon de C'est pas bon commencer. du tout parce En qu'en fait, fait, tu te dis: c'est vrai quand tu prends ça, c'est avec le fait parce que je savais pas que c'était dès le début de ta carrière que tu avais «Ah réussi ouais, tous les moi, ça a trucs, explosé direct». mais au final, c'est presque plus dur. Mais c'est même beaucoup plus dur que d'avoir eu des échecs et d'avoir réussi. Ah Parce bah, de que toute façon, l'échec, il est arrivé direct, hein. J'ai eu un gros trauma crânien. ah ouais. Pendant 6 mois, je pouvais plus faire de moto. Je me suis fait virer de chez Suzuki et là, en 6 mois, j'ai tout perdu. Ah putain. Plus rien. C'était en quelle année ça, du coup? Bah, 2011, Ah oui! 2011-2012. Ah oui, c'était méga rapide. Ouais. Le problème, c'est que c'est un sport dangereux, toi. Donc, à un moment donné, il y a eu la chute. Au moment où j'estime, le meilleur à ce moment-là de ma carrière. Tu vois, je Ouais, commençais à comprendre plein de choses. L'expérience, peut-être, tu montes. Je commence à me sentir bien et tout. Je me fais percuter dans un virage à 200. Blackout. Je reviens. Et je dis, ah, c'est bon, tout va bien et tout. Je refais la course le lendemain et tout. Je fais les qualifs. Et puis, 1 mois plus tard, je remonte sur la moto et je fais, là, il y a un problème, là. Parce que je veux aller là et je vais là-bas. Et je vais faire des tests. Et le mec, il me dit, mais là, il y a 10% de ton cerveau qui marche, là. Il faut arrêter tout. Tu vois, donc j'arrête tout et ça a duré 6 mois. Mais le problème, c'est que quand tu dis à un team manager: «Mon cerveau ne fonctionne plus», il te dit: «Bah, je t'aime bien Freddy, mais salut quoi, je te reprends pas quoi». Et au début, je lui en voulais, mais en fait, aujourd'hui, je suis patron, je fais la même chose. Je fais: «Je peux pas te garder, c'est trop dangereux quoi». Et il me rappelle qu'il m'avait fait une proposition de rester 4e pilote, donc pilote remplaçant, mais je voulais pas quoi. Et là, j'ai pris des décisions. Et le problème, c'est que quand tu as un trauma crânien, c'est ce que j'ai appris sur le moment, c'est qu'en fait, tu es plus la même personne en fait. Ton caractère, il change, d'accord. tu vois? Et bah, j'ai pris des décisions qui étaient folles à cette époque-là. Je dis: «Bah, OK, pas de souci». J'avais un peu d'argent de côté, je suis parti faire le championnat, anglais de superbike. J'ai mis, tout mon argent de côté, je l'ai mis dedans. C'est la première fois de ma vie que je payais pour rouler. Je dis: «Bah, OK, je vais en Angleterre, je vais apprendre l'anglais, je vais rouler dans le championnat, je veux réussir dans la vitesse». Tu sais, il y a l'endurance où c'est les courses de 24 heures et la vitesse, c'est des bases de courses comme le MotoGP, ça dure 30 35 minutes. Je suis parti là-bas. Ça m'a coûté, je crois, 30 000 balles. J'ai claqué et au bout de 6 courses, 4 courses, enfin, je me blesse. Au bout de 4 courses, je me blesse, je me fais des vertèbres et et je comprends qu'en fait, et le team, il se fout de ma gueule, en fait. Ils me l'ont fait à l'envers, la moto, elle était tordue et tout, Ah ouais, et là, je me dis: «Waouh!» Et je dis: «Mais là, je viens de claquer 30 toutes 000 mes boules. économies. Je vais dans un championnat en disant que ça va être» tu sais, en fait, j'avais fait comme une étude. Tu sais, comme, quand tu prends aux États-Unis, là, quand tu as la bourse pour aller à l'université. Je me suis dit: «Bah, vas-y, j'investis sur mon avenir». Bon, je l'avais vu comme ça, toi.
Bon, ça, c'était une connerie, tu vois. J'ai fait: «Non, mais plus jamais tu payes pour rouler parce que les gens te voient en tant que chéquier, pas en tant que pilote, en fait», tu vois? Et là, donc je me pète le dos et là, je me rappelle, un pote à moi était sur la Kawasaki, en endurance et il me dit: «Putain, on cherche un troisième pilote». Donc Mais attends, t'as toujours ton traumatisme crânien à ce non, moment-là? là, Ou ça a c'est été après? ça a été, ça a duré 3 ans mes problèmes, mais au bout de 6 mois, j'avais récupéré 80 et j'ai eu 20 où j'ai galéré et après j'ai eu un nouveau, logiciel que j'ai travaillé avec une boîte canadienne, tu vois, qui m'a vachement aidé pour retrouver, 100 de mes capacités, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu es pilote, tu peux pas attendre 3 ans, quoi. Si tu veux Mmh. pas arrêter ta carrière, j'ai arrêté 6 mois, j'ai vu que ça allait beaucoup mieux. On avait fait les tests, vas-y, hein, il faut y retourner, hein, tu sais, si tu attends, c'est fini, quoi et là, je fais ça. Il me dit: «Tu as peut-être une chance de rouler aux 24 heures du Mans». Donc je dis: «J'ai une opportunité pour re-rentrer dans le monde de l'endurance» parce que j'étais parti, hein. Je dis: «L'endurance, fuck, tu vois? Vous me voulez plus de moi, je me barre», tu vois? Le mec, j'avais pas compris qu'en fait, j'étais un pion, en fait. C'est que le pion, quand tu le jettes, ils viennent pas le rechercher, c'est fini, toi. Mais toi, quand tu es jeune, tu fais un peu des conneries, tu crois que, tu peux, quoi. Et là, j'ai pris cette opportunité-là et j'ai fait les 24 heures du Mans et j'ai quitté le team. Donc là, le team en Angleterre, je l'ai quitté parce que ça me coûtait, ça m'a c'est je dis: «Ça sert à rien, c'est devenu Mmh. dangereux, quoi» et sauf que je lui ai demandé: «Bah, remboursez-moi». «Non». «OK, cool». Donc je fais que 6 courses, ça m'a coûté 30 000 et j'ai plus rien, encore 30 000, hein, c'était gentil, hein. Mais c'était 30 000 de ma poche et là, j'arrive au 24 avec, 1 mois et demi, après m'être cassé les vertèbres et je me retrouve à être, challengé. Je suis 5e pilote, après je passe 4e pilote et au dernier moment, ils me disent: «Bon, bah, Freddy, c'est toi qui fais la course». Avec un kiné que je lui ai jamais dit que j'avais le dos pété, parce que je lui dis si je lui dis que j'ai le dos Mmh, pété, tu ils vont mort. pas me faire rouler, tu vois? Et voilà et on gagne la course. Et tu gagnes quand même la course. Enfin, Ouais, vous gagnez la course, ouais, que c'est on gagne la course. et Avec ma femme qui est 7 mois et demi enceinte, tu vois le truc, beau bordel, quoi. le bordel. Mais tu vois, il y a eu un an et demi de galère à mort et encore une fois, j'estime que le trou de ma carrière, c'est après cette course-là. Parce que en fait, le fait d'être parti en Angleterre, j'ai parlé la langue, j'ai appris l'anglais. Je suis devenu et tout le monde m'a considéré comme un pilote international parce que je parlais 2 langues. Donc en fait, après, j'ai eu plein de choses qui se sont ouvertes Ouais. grâce à cette année horrible. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Donc c'est là où je me dis qu'en fait, dans ces décisions, il y a toujours du positif. Ouais, mais Il y ça a dépend comment toujours tu le du vois, hein. positif. Tu te fais avoir, mais il y a toujours du positif. Et malgré tout, je pense que le tournant de ma carrière, c'est là. C'est quand je suis parti en Angleterre, parce qu'après, j'ai travaillé pour des teams anglais, pour des teams tout ça. Donc tu vois, c'est là où c'est super intéressant, quoi. Ouais, mais ça dépend comment tu sais, c'est comme un verre d'eau, hein, ça dépend si tu le vois s'il est à moitié vide ou à moitié plein. C'est Mais ce qu'on me dit. après Le soir, quand je me couche, je me dis toujours: «Demain, ça ira mieux», non, c'est clair. pour passer une bonne nuit. Parce que si tu restes dans tous tes problèmes, même si des moments tu as beaucoup de problèmes, si tu restes positif, ton cerveau, il reste concentré Oui sur les bonnes choses. et donc du coup, victoire et après qu'est-ce qui se passe un peu là, donc on est Bon en après, 2014 je là? choisis d'autres teams, je vais dans un team en fait, j'avais réussi en endurance, mais pas en vitesse et vitesse, tu es tout seul, toi. Quand tu es pilote, tu es tout seul sur la moto. En endurance, tu es 3, c'est pas que toi et moi, je voulais réussir pour montrer que je voulais gagner. Et donc je suis parti en Allemagne et en fait, en Allemagne, je me rends compte que, bah, j'avais fait une saison franchement pas trop mal, mais j'avais pas le niveau, toi. Il fallait faire 2 ans, toi. Sauf que, bah, ça s'est mal terminé avec le team, je me rappelle même plus pourquoi, mais je crois que c'était une histoire enfin bref, ça se termine mal. Le problème, c'est que je me suis dit: «Attends, j'ai requitté l'endurance, il faut que je retrouve» et là, je vois l'opportunité de chez Honda en 2014. Donc, en 2014, je pars chez Honda donc projet extraordinaire et tout, super salaire, enfin là, c'était cool, quoi. C'était cool, sauf que super bien la première année, plein de potentiel et là, en fait, ça stagne, pas de résultats, moto pas performante, enfin ça Ah bon? part pendant 4 Ouais, ans, 4. rien, quoi et en fait, j'ai pu regagner de courses de 24 heures pendant 6 ans Ah ouais. et Donc là, je peux te 2014 dire jusqu'en 2020? jusqu'à 2018. 2018? La dernière course j'ai gagnée en 2012 Ouais, et après la course d'après 2018 et là, je peux t'assurer que le temps, c'est long. c'est très long. C'est très long avec une moto qui est pas performante. Donc en plus, tu es considéré comme pas bon, tu vois? Donc il y avait une guéguerre, on avait une line-up, un, un équipage qui était très bon. On était très homogène, sauf que la moto, on faisait Mmh. sur 24 heures, on était sur le podium, on était en tête, à 2 heures, 3 heures de l'arrivée, elle cassait. Tu vois? Des trucs horribles, tu vois? Des trucs où à un moment donné, tu dis: «Mais qu'est-ce que je fous là, quoi?» Et puis là, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu vois, là, c'est intéressant, c'est une fois de plus un nouveau truc. J'ai dit à ma femme: «Bon écoute, on était à la 4e année avec cette moto-là.
Je dis: «C'est simple. Si dans l'année, il y a une seule personne dans le team, on voit qu'il y a un truc qui part pas bien pour moi, tu sais, sur le contrat de 2020, enfin le contrat d'après et tout, si ça marche pas, je quitte le team». Mais j'ai fait par contre, comme c'était moi qui enfin, c'était moi qui gagnais plus d'argent dans notre couple, j'ai dit: «Voilà, il faut que tu te mettes en tête que je vais prendre des risques». Tu vois? Mais c'est facile à dire, toi. Putain, en juin, au moment qu'on commence à négocier les contrats, c'est pas que ça commence à puer, toi. Je vois qu'il y a des trucs qui puent, toi. Et là, j'ai fait: «Oh, bah là», tu sais, j'ai ouvert, j'ai dit à ma femme, «Ah non, non, tu sais ce que c'est? Tout l'hiver, on s'entraîne et tout, on arrive aux 24 heures du Mans, on part, on se comprend pas avec le mécanicien». Tu sais, aux 24 heures du Mans, tu sais comment ça marche? Tu cours après ta moto au départ Ouais. et tu montes sur ta moto et tu pars et en fait, c'est le mécanicien qui passe la première. Il a oublié de passer la première. Je suis parti, je fais comme ça, mais sauf qu'avec, 40 000 spectateurs qui hurlent et plein de motos qui T'entends pas? démarrent, tu entends pas que ta moto, elle démarre. Donc moi, je fais ça et là, au moment où je fais comme ça, je vois que je suis au point mort et j'ai fait: «Non». Donc je prends l'embrayage et je passe la vitesse, mais sauf que j'avais mis à fond. Donc le temps de couper, le moteur, il était à 7 000 8 000 tours et en fait, quand j'ai passé la vitesse, j'ai tout cassé. Mais pas le moteur, j'ai cassé la couronne, j'ai cassé tout. Donc en fait, Putain. accroche-toi, départ de 24 heures, je suis parti en poussant pour ramener la moto dans les stands. Oh Tu vois? putain. Alors qu'on se battait pour une victoire potentielle, Ouais. quoi. Donc là, tu te dis: «Bah, là». Et là, je me dis: «Non, mais c'est pas possible». Là, ma femme, elle me dit: «Mais Freddy, ça fait 5 mois que tu t'entraînes pour un taré, pour courir, pour ramener la moto tellement, enfin, tu vois la complexité des choses». Et là, je me dis: «OK, je vais commencer à réfléchir». Et là, j'estime que j'ai pris les plus gros risques de ma carrière. C'est qu'en fait, j'ai dit: «Bon, bah, OK», j'avais une autre moto, une autre Honda qui était en résultat, ils étaient pas super bien parce qu'ils avaient pas beaucoup d'expérience en endurance. Par contre, c'était Honda Japon. Donc c'était, la maison mère et je me suis dit: «Bah, au moins, je ferai pas de résultat, mais au moins la moto elle est bonne. Je veux aller chez eux». Donc je vais chez eux, je commence à leur parler. Quand on part au Japon, je commence à leur parler. Sauf que moi, naïvement, ce que je comprends pas, c'est que Honda Japon et Honda Europe, ils se sont parlé. Donc Honda Europe, quand ils ont su que je parlais Honda Japon, bah, eux, ils ont fait quoi? Ils m'ont viré. Donc moi, je me suis retrouvé avec rien. Putain. En un mois, j'avais plus rien et à l'époque, l'année se terminait fin juillet et le bol d'or était début septembre. Ah ouais, donc là, Donc c'était horrible, il y avait pas de test, il y avait pas de 4 mois ou 5 mois pour négocier, toi. Et j'ai tout misé sur ce team. J'ai fait: «Écoute, le japonais», il m'a dit: «Oui», j et non, je l'avais vu au Japon, il m'a dit: «On est intéressé et tout». Et pendant 2 semaines, rien, rien, oh plus putain. rien, plus rien. Et là, j'ai dit: «Bah, là, Là, putain». tu comment là? Tu te dis, Bah, «C'est la là, il y merde avait là»? le team de mon frère qui a recherché un pilote et il y avait mon coéquipier aussi qui s'était fait virer et je dis à mon coéquipier: Va chez la BM». J'ai fait: «Moi, je sais pas pourquoi, je le sens la Honda, je le sens». Mais là, tu me dis ça maintenant, mais j'ai été complètement taré, quoi. Et putain, j'étais avec mon pote, avec, un de mes partenaires, je me rappellerai toute ma vie en Italie, en train de faire de la moto et il me dit, je reçois un email du big boss du Japon. Donc je t'explique, le big boss du Japon, c'est lui qui gérait les contrats de Marquez aussi, tu vois? Et il me dit: «Pourquoi chez nous et pas chez Honda Europe?» La question super simple, mais je peux pas dire parce que les autres, ils tu vois, ils font de la merde. Tu peux pas, il faut respecter tout le monde, toi. Et là, je lui en parle à mon comment dire? À mon partenaire qui est devenu un ami et je dis: «Qu'est-ce que je peux répondre?» Il me dit: «Bah, ils se sont la 111, l'ancienne, elle s'était engagée sur, l'endurance entier». Il fait: «Non». Il me dit: «La 5, elle est engagée sur le championnat du monde d'endurance». Il me dit: «Oui». Bah, tu leur dis ça. Tu dis: «Moi, je veux un engagement pour être champion du monde, pas une course par course, quoi». Il me renvoie il m'appelle, la numéro japonais, mais j'étais en stress, je te jure, j'étais en stress, je vois le numéro japonais, il me parle. T'as déjà parlé à un japonais en anglais ou pas? Non, Je t'explique, tu c'est crois? horrible. Je parle, je comprends qu'il me dit que c'est OK. En plus, moi, j'acceptais de baisser mon salaire, mais pas trop non plus. Et à l'époque, je demandais 2 ou 3 fois plus que de leurs autres pilotes, toi. Donc c'était un peu chaud, quoi. Parce que je disais: «Attends, à un moment donné, c'est mon travail aussi, tu vois? Il faut que je mange». Et à la fin, je me rappellerai toute ma vie, je lui dis: «Est-ce que ça te dérange de m'envoyer un email? Parce que Récap. suis pas sûr d'avoir tout compris». Et là, il éclate de rire, il me dit: «Tu as rien compris?» Je fais: «C'est pas que je pense que j'ai tout compris et tout». Donc je raccroche, je regarde mon pote, j'ai fait: «Je crois que c'est bon». Et là, pendant 1 heure, j'attends l'email. Et là, j'attends l'email et je vois la confirmation de l'email. Basta, c'est parti. Comment ça gagne à peu près un parce que là, moi, je connais rien en Ouais. moto. Ça gagne combien un pilote moto à peu près? D'endurance. En D'endurance? endurance, dans une année normale, tu,
quand tu faisais des bonnes années, tu gagnes 100 Ouais, ce 000 que à j'allais dire. l'année et quand tu fais des très bonnes années, allez, des mauvaises années, tu fais 60 000 et bah, l'année en fait, j'ai signé sur 7-5 et en fait, j'avais tout misé sur les victoires. Je dis: «Tu sais quoi? Tu me mets que des primes à fond sur les victoires et tout» et l'année d'après, on gagne toutes les courses et on est champion du monde. Tu vois? 1er team japonais champion du monde, tout, enfin, tu as le rêve absolu, tu vois? Et là, c'est des années comme ça monte, ça peut doubler, tripler le truc, tu vois? Mais ça, c'est des années comme ça, je le savais très bien que ça Fallait faire attention. avec l'expérience, je vais: «Ouais, temporise mon pote, Ouais. ça va pas durer» Et en vitesse, et en vitesse, en fait, Honda n'avait plus de comment dire? En vitesse, Honda n'avait plus de programme. Donc en fait, j'ai plus fait de vitesse pendant je, plusieurs je- années. je parlais pour le salaire pour comparer. Parce que Ah! tu parlais de l'endurance. Non, non, c'est l'endurance en France, c'est l'endurance qui paye. En vitesse, Ouais. c'est Ah, je rien. sais pas. C'est un contrat similaire, en fait. Ok, C'est un d'accord. contrat, vitesse-endurance, c'est le même. En fait, tu fais, les 2 en même temps. Sauf que moi, les teams que je faisais, ils avaient pas de programme en vitesse. Donc en fait, je faisais que de l'endurance. Un pilote peut être bon en vitesse et bon en endurance ou tu as quand même une spécialité? Non, un bon pilote, il sait être bon partout. Ok. Mais ça, Faut tu vois, juste c'est. s'adapter. Faut Ok. juste s'adapter et puis c'est comme tout, hein. Tu sais, aujourd'hui dans ta vie, tu peux être bon partout si tu t'adaptes. Ok, ok. Non, mais c'est une bonne. Tu vois, c'est une. Je sais pas. Moi, Il je faut pensais qu'il y s'adapter, avait il faut des. pas partir dans le même mindset. Ouais. Une course d'endurance, il faut dire que tu es à 3. Tu sais, il y a un moment donné, quand tu fais un relais, donc 1 heure à fond, avec l'expérience, tu sais très bien que l'heure à fond, tu vas la payer à 4 heures du mat. C'est sûr. Donc quand tu te sens bien, temporise. Un peu comme l'Aerox. Mais quand tu te sens pas bien, c'est là où il faut que tu mettes de l'énergie. Parce que quand tu te sens bien, en fait, tu es tellement relâché sur la moto Hmm. que tu n'utilises pas. Mais si tu utilises ton énergie à ce moment-là, à 4 heures du matin, quand tu vas avoir vraiment un coup de fatigue, bah, tu auras plus cette énergie et c'est là où tu vas faire un mauvais relais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Hmm. c'est juste qu'il faut s'adapter. Mais en règle générale, les bons pilotes d'endurance sont aussi très bons pilotes de vitesse. D'accord. Ok. Donc, il y a cette année-là exceptionnelle. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe un peu vers la fin, là? Parce Bah, que là, on vers arrive la fin, déjà en en fait, 2000. je fais 3 ans avec eux, franchement, très Ouais, bien, toi. tu finis avec eux ou pas? Ouais, ouais, Ouais. je finis avec eux et puis, bah, malheureusement, il y a eu le covid. Le covid, ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes Et et c'est l'année d'après, en plus. 2018, après on a 2019, on finit vice-champion du monde, je crois, mais avec beaucoup d'erreurs et tout. Tu vois, un peu, bah, l'humilité, on l'avait un peu perdu, notre simplicité et puis après on arrive au covid, 2020 et là où c'est la catastrophe et en fait, bah, moi j'ai changé mon entraînement parce qu'on n'avait même plus le droit de sortir, toi. Les salles de C'est sport, vrai elles que c'est étaient un truc fermées, tu fou. vois, tout Même pour était un fermé. sportif de haut niveau, du Bah, coup. le premier confinement, on n'avait rien le droit de faire. Donc moi, j'avais acheté plein de trucs sur internet, tu vois? Et j'avais fait une salle et j'avais appelé, bah, Baptiste et il me faisait des trucs, tu vois? Sauf que je m'entraînais tout seul. Et en fait, j'avais un problème à tout le côté droit et en fait, j'ai empiré le problème sans le savoir. Ah ouais. Et en fait, je suis remonté sur la moto, j'ai fait: «Putain, il y a un problème, j'ai plus de force dans le bras droit» et là, bah, aux 24 heures du Mans qu'on gagne en 2020, on les gagne, mais je finis pas la course. Le dernier relais, c'est mes coéquipiers qui roulent à ma place, j'ai fait je sentais plus ma main, tu vois? Et je dis: «Mais putain, mais c'est quoi ce truc?» Mais tu sais donc je fais de la rééducation parce on s'est dit: «Ouais, tu as les épaules trop en avant, donc il faut» parce que ça bloquait une artère et tout, donc je force pour faire plein de choses et tout et j'arrive à la course au Portugal et pareil, je fais un relais et au bout d'un relais, je vais voir José qui est toujours là, tu vois? 15 ans après, bah, le coach que j'avais demandé, en 2009, en 2006 et je lui dis: «Mais José», j'ai fait: «Je crois que je vais dire à mon team manager que je vais arrêter parce qu'en fait, je ne sens plus ma main, j'ai peur de faire, une connerie, Connerie. Ouais. et là, j'essaie de refaire une deuxième relais et je m'arrête et j'arrive en pleurant en disant: «Écoute, non, je peux plus». Et donc voilà, on finit. Je crois qu'on finit vice-champion du monde quand même et donc moi, je pars motivé. Je vais faire des examens pour essayer de comprendre et tout. Puis je me rappellerai toujours, hein, j'étais sur le cours, Le Prado à Marseille. Je sors de l'examen pour mon problème. Donc on avait trouvé au bout d'1 mois, on a galéré, mais on a trouvé. C'était très compliqué et je reçois un SMS de mon boss japonais en me disant, «Tu viré» et là, là, je t'explique. Là, tu seul au monde. Je me rappellerai toute ma vie. Je me suis assis sur le rebord devant la mer, sur le Prado et là, je me suis dit: «Là, t'es dans la merde, mon pote, parce que tu viens d'annoncer» en plus, je venais d'annoncer sur les réseaux sociaux que j'étais blessé, tu vois? Donc tu sais, quand des moments, tu fais des trucs, il y a tout qui va bien et là, je me suis jamais plaint. Quand j'ai été blessé, je l'ai jamais dit à personne parce que je me suis dit: «Je donne des informations aux autres, je reste concentré». Là, j'ai eu peur et le fait que ça faisait 2 courses que j'avais pas finies,
À un moment donné, je me suis dit: «Il faut quand même que je me justifie», toi. Et donc je lui dis: «Voilà, j'ai un problème, je vais trouver une solution, je vais faire des examens et tout». Et la semaine d'après, il m'annonce que je suis viré. Donc moi, dans ma tête, ça va très vite, hein. Je suis viré, je viens d'annoncer que je suis blessé, on va trouver ce que j'ai comme problème, et tu le truc là? Donc là, c'est la merde. Là, c'est la merde absolue. En plus, quand je me fais opérer, le mec, il me dit: «Mais Freddy, en fait, tout était mort». Donc ils ont dû remettre le biceps à un endroit et tout. Donc mon bras, bon, fonctionne plus comme avant et tout. Ça a été super compliqué, toi. Et je suis revenu. Je voulais absolument revenir en vitesse en championnat de France. J'ai fait une course, heu et en fait, à la course sur le sec, je vois que j'ai toujours le même problème. Mais non. Et là, j'ai dit: «Ah putain». Tu Et là, pouvais je pas freiner, commence à en fait, flipper. ça, En c'est, fait, j'ai plus de force. J'avais pas de force. Tu sais, j'ai mon corps, il partait sur le côté comme ça. Et j'ai fait: «Non, mais c'est pas possible». Je me rappelle, après la deuxième course, c'était sur le mouillé et j'étais contre mon frère. Et je dis: «Quoi, sur le mouillé, il y a pas besoin de force?» Donc là, j'ai fait: «Je démonte tout le monde, je gagne la course». Sauf que tu avais pas fait de moto depuis 1 an. Ah bah, j'ai fait 6 tours. Je suis monté, fini. Et puis, bah, là, en fait, je me suis battu pour essayer de revenir. Et à un moment donné, j'ai fait un peu les mêmes réflexions qu'avant. J'ai dit à ma femme, j'ai fait: «Peut-être que c'est juste le moment d'arrêter, quoi». J'ai mmh. 37 piges. Ouais, tu 37 ans, là. J'ai fait: «J'estime que j'ai une carrière». J'ai une copine qui m'avait dit: «Mais t'imagines Freddy, qu'il y a des gens qui ont fait ta carrière, autant de carrière que toi, mais qui ont jamais gagné de course». J'ai été 3 fois champion du monde. J'ai gagné, plus de 10 fois des courses de 24. Il dit: «Il y a pire quand même», tu vois? Et sur le coup, j'ai dit: «Putain, ça m'est rentré dans ma Ouais. tête», tu vois? Et puis un jour, je me suis levé, j'ai dit à ma femme: «Stop, stop, on arrête». Je l'ai pas dit tout de suite, je l'ai pas annoncé tout de suite. Après, j'ai bossé pour la télé. Donc imagine-toi, je bossais pour la télé, tu sais? Et en fait, j'étais là et j'avais pas annoncé tout de suite, tu vois? Donc en fait, imagine-toi, je me rappelle, alors déjà quand j'ai décidé d'arrêter, c'est là où je me suis pas fait de cadeau, toi. Le jour où j'ai arrêté, je suis parti en dépression directe, mais sacrée dépression. Je pleurais dans ma douche comme un bébé, tu sais, comme un enfant quand on t'a enlevé Ouais, je vois bien. ton jouet, toi. Tu sais, mais je dis: «Mais qu'est-ce que je peux faire?» Et c'est là où on revient de la début. C'est que d'un seul coup, je me suis retourné. Je me suis dit: «Putain, mais en fait, t'as tout mis de côté. T'as plus de potes d'enfance». J'ai plus de potes d'enfance. J'ai pas de potes, j'ai pas d'amis, tu sais? Parce que t'as une vie tellement différente que t'as pas d'amis, t'as rien. Donc la première question que je me suis posée, c'est: «Est-ce que ça en valait la peine?» Mmh. Donc là, j'ai pas hésité, je le dis encore, ouais, Ouais. c'était une vie extraordinaire. Comme je dis, je suis une personne ordinaire qui a vécu une vie extraordinaire. Aussi simple que ça. Donc j'ai fait ça, c'est cool. Maintenant, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie maintenant? Parce que t'es encore jeune, Non, et 37 puis, ans, tu tu comme tu as vois? vu, le problème, c'est que tu vis bien, mais j'ai pas assez d'argent pour dire: Ouais, «C'est bon, non, quoi». c'est ça, où c'est les sports où tu gagnes bien ta vie, Tu gagnes bien malgré tout, mais tu vis bien, mais tu mets pas assez d'argent ouais, pour, c'est ça. t'arrêter, quoi. Ouais. Et donc là, je peux te dire que là, et c'est pour ça que sur le mindset, comme on disait, j'estime que oui, c'est bien parce que tu cours après des victoires, tu Mmh. cours après ça, c'est presque facile. Tu sais que tu vas gagner, donc tu es motivé. Tous les matins, je me levais pour dire: «Je pars à l'entraînement». Tu sais, je me rappelle aux entraînements, il y a des moments, mon frère m'avait dit: «J'étais parti faire 220 bornes, 8 heures de vélo». Il me dit: «Mais Kenny», il me dit: «Mais tu es complètement con». Il me dit: «Pourquoi tu fais ça?» Bah, j'ai fait 8 heures dans une course de 24 heures. C'est 8 heures de relais qu'on fait. On est divisé par 3. Il me fait: «Ouais». Bah, donc c'est bon, ça veut dire que je tiens 8 heures. Il me dit: «Tu con». J'ai gagné les 24. Je l'appelle, j'ai fait: «Tu vu, ça sert à quelque chose?» Il Mmh. fait: «Espèce d'enfoiré, quoi». Espèce d'enfoiré. Non, mais tu vois, c'était toujours ça, toi. C'était toujours tu te motivais. Mais là, d'un seul coup, Mais vous avez plus le tu d'objectif? te réveilles le matin, Sans objectif. il y a plus rien. Il Ça, y a c'est la pire chose, hein. C'est la pire chose, hein. Tous les gens qui regardent, si vous avez pas d'objectif, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Il faut absolument un objectif. c'est ça. Et là, tu flippes parce que là, c'est le trou noir. Et tu sais ce que c'est, comment je comparais le truc? C'est, tu sautes d'un avion et en fait, sans parachute, Mmh mh. et tu as des checkpoints où il y a des parachutes. À toi de le prendre ou pas. Et c'est pour ça que tu entends des sportifs qui partent en dépression, et il y en a même qui se suicident, mais je le comprends. Parce qu'en fait, c'est le trou noir. D'accord. Et quand le téléphone, il sonne plus, que les emails, tu les reçois plus, je te promets, hein, c'est la réalité, hein. À mon niveau, hein, et pourtant, on n'est pas des grandes stars, hein, mais je te promets que ton téléphone, il sonne plus. Mmh. Il sonne je pense que quand j'ai décidé d'arrêter, il y a dans le monde de la moto, il y en a deux trois qui m'ont appelé en me disant: «On te soutient, ça a été top et tout, toi». Le reste, ils sont passés à autre chose Ouais. parce qu'ils ont pas le temps. Ouais, Tu vois? Je leur en veux pas, hein. J'en veux à personne. C'est juste que ça cause un tu pas le engrenage. temps, en fait. Et là, ça a été dur. Mais après, je me suis dit: «Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire?» Bah, écoute, qu'est-ce que je veux faire? Je veux transmettre. Je veux que ces 25 ans de vie que j'ai donné à la moto, je veux pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. Donc
je les ai donnés aux jeunes avec l'académie. Et aussi, je fais pas mal de conférences où j'explique justement tout ce mindset, d'avoir un objectif, comme tu le disais, c'est hyper important, et d'avancer en étant toujours positif. Même si des moments, tu te dis, mais là, ça commence à être tendu l'histoire, parce qu'il y a vraiment pas. Moi, je me dis à chaque fois, lâche pas le morceau. Aux parents, on dit, beaucoup, je dis aux parents, t'es des enfants, j'ai fait, mais vos enfants, ils ont trop envie, ils ont un rêve, ils ont envie de réussir. J'ai fait, par contre, c'est à vous de pas lâcher, les gars. Parce que c'est vous qui allez galérer. Tu vois? Et tu vois, et ce qui était très intéressant, c'est que quand j'étais pilote, je disais, ce que mes parents ont fait pour nous, je le ferai jamais pour mes enfants. C'est trop dur. Tu vois? J'ai arrêté ma carrière. Je suis en train de faire la même chose pour des enfants qui ne sont pas les miens et aussi pour mes enfants à moi. Tu vois? Parce qu'en fait, mon mindset, il s'est arrêté. Hmm. Objectif terminé, on passe à autre chose. Tu vois? Et j'ai pas envie de devenir un pilote où comme, tu sais, demain, tu as fait une super, tu réussi dans un truc et tu restes que sur ça. Tu vois, toute ta vie, tu dis: «Ouais, mais c'est moi qui ai fait ça». Non, mais mon gars, c'est bon, mais c'était il y a 20 ans. Vas-y, Ouais. passe à autre chose, quoi. Tu restes sur un hit, tu Moi vois, moi, ce sur que je déteste, c'est quand j'arrive quelque part et on me dit, «Bon, bah, Freddy, pilote, ancien champion du monde, ancien victoire». Ouais, c'est cool, mais aujourd'hui, ça me paye pas mes factures, hein. Par contre, comme je disais, le plus important, c'est pas les victoires, c'est comment j'ai fait pour arriver aux victoires, Hmm. C'est le chemin qui compte toujours, hein. le chemin. Et tu vois, donc ça, c'est quelque chose qui change et j'estime qu'aujourd'hui, je l'ai dit, c'est que j'ai jamais été le meilleur pilote. J'ai jamais été le meilleur. Par contre, j'estime que au niveau de la détermination, j'estime que j'étais le meilleur et c'est ce qui m'a permis de faire des belles années, de faire des bons résultats, toi. C'est parce qu'en fait, j'étais déterminé. Quand j'ai un truc en tête, c'est horrible. Oh, je T'as l'ai pu vu, le je voir. l'ai vu de mes propres yeux. On va y venir après. Juste avant de t'en parler de ça, parle-nous un peu de l'académie, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont voir la vidéo, qui seront intéressés. Parle-nous un petit peu du concept. Bah, l'académie, en fait, c'est simple. C'est qu'on a commencé très, très simplement. Comme je dis, la réflexion que j'ai eue, c'est ce que je t'ai expliqué, c'est que qu'est-ce que je peux faire pour aider? Pour que ces 25 ans de carrière et surtout les 15 ans de professionnel même aident. Et je dis, bah, je vais créer une académie pour aider les jeunes à la compétition. Donc, au début, on voulait juste les préparer à la compétition. Je me suis rendu compte qu'en compétition, il n'y avait personne, que c'était une catastrophe. Tu sais, Ouais, c'était un petit d'accord. peu comme si tu fais un club de foot, tu emmènes ton fils le vendredi et le mercredi et le vendredi. Et comment dire? Le dimanche, le plus important, c'est le jour de match, il y a plus d'entraîneur. Il y a plus personne et c'est les parents qui doivent gérer le truc. Bah, là, je t'explique. Alors déjà que les parents, ils prennent beaucoup de place, mais là, c'était ingérable et là, c'était exactement ça. Donc en fait, on s'est dit: «On va aider les jeunes à la compétition et on va les encadrer le plus haut possible pour qu'on arrive à les préparer pour le haut niveau et qu'ils partent, bah, qu'ils aillent en Moto3, en Moto2 ou en MotoGP, in fine, quoi». Et donc voilà, et en fait, ça fait que 2 ans et demi qu'on l'a ouverte. Et, Tu l'as fait c'est avec ton frère. ouais, alors c'est KF78 Oui, c'est pour ça. Academy, mais c'est Kenny et Freddy. C'est Oui. pas Kenny Forêt. Tout le monde dit: «Ah, c'était la casquette de Kenny». Non, c'est Kenny et Freddy. Bah, tu vois, moi, je me suis fait tout de suite la réflexion que Ouais. c'était vous deux. Tu vois. Ouais, non, mais parce que dans le monde de la moto, Kenny roule encore. Ouais. Donc en fait, forcément, moi, étant donné que j'ai arrêté, il y a plein de gens, ils savent même pas que j'ai fait de la moto, hein. Je te jure, ça va très vite, hein. Dans ce monde-là, ça va très, très vite. Et donc voilà, et on a créé quelque chose et aujourd'hui, on a une école, dans le sud de la France, à côté de Marseille, enfin à Venelle et à côté de Marseille. Le circuit est à côté de Marseille, c'est, Rognac. On a aussi une partie qu'on est en train de développer à côté de chez Kenny qui habite dans la région, Orléans. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est développer, faire l'initiation, que les enfants, ils apprennent à faire de la moto et développer des choses pour qu'ils apprennent à faire de la moto et de leur faire comprendre ce qu'on parle. C'est qu'en fait, d'être bon, c'est une chose, mais l'attitude est bien plus importante que le talent. Et c'est ça qu'en fait, aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas le sport ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à le comprendre, Mhm. toi. Et pourquoi j'ai adoré faire des conférences et en me comparant avec des sociétés? Parce que des patrons d'entreprise, c'est la même chose qu'un sportif de haut niveau. La seule problème, c'est qu'un sportif de haut niveau, il est jugé par des gens qui n'y connaissent rien. Tu vois? Ah, quand t'es patron, c'est un peu le cas aussi, hein. Surtout quand t'es sur les C'est réseaux. surtout par tes salariés. Mais en même temps, Oui, en les fait, ce que salariés. je veux dire, c'est que, mais ouais, toi, Ah tu vois, oui, même je prenais cet exemple-là. Les c'est mecs qui font du business sur Internet, c'est exactement pareil que les sportifs de haut niveau. On se oui. fait juger par des mecs qui ont jamais rien fait. Et quand t'es sportif, tu vas regarder la moto. Moi, je suis jamais monté sur une moto et je dis, ah putain, il aurait pu le doubler là, tu vois. Pourquoi il est Honnêtement, tombé? moi, je le Pourquoi il fais est tombé? pas. Mais tu vois, Non, mais mais c'est humain. C'est humain. Tu sais, on a vu les Jeux Olympiques. ouais. Les Jeux Olympiques, c'est ce que j'ai dit. Pendant 3 semaines, on a été un pays de sport.
Pendant 3 semaines, on a été un pays de sport. Là, on est revenu à la normale. Ouais. Tu vois? En fait, en France, on est des grands supporters. On adore et j'estime que moi, j'ai été voir les Jeux Olympiques, c'était magique. Tu vois? L'organisation, l'atmosphère, le sport, c'était magique. Mais par contre, tous les sportifs, j'ai vu Manodou le dire, j'ai vu plein de sportifs, le nageur qui a tout gagné, Léon Marchand. Léo Marchand, pareil, il y en a aucun qui s'entraîne en France. C'est vrai. Si, Manodou, Florent Manodou, il s'en en France. Il a passé longtemps là-bas parce Ouais. qu'il a fait son. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'on n'a pas les infrastructures et on n'est pas un pays. Et en fait, c'est ce que nous, dans notre académie, ça nous pose énormément de problèmes. C'est que ils pensent que si le gamin arrive à faire 5 tours de moto hyper vite, c'est qu'il va devenir pilote de MotoGP. Mais je fais non. Je préfère que jusqu'à 12 ans, il soit pas super bon en fait. Mmh. Mais par contre, que tu vois qu'il a une attitude où le mec, tu sais, Un guerrier, quoi. c'est un guerrier. Et là, tu sais que dans les moments difficiles, il va pouvoir se battre. Et en fait, c'est là-dessus. Tu vois, moi, au milieu de ma carrière, j'ai fait appel à une psychologue parce que on avait eu en fait, j'ai eu mon fils quand il est né, il y a eu, tu sais, ils prennent une prise de sang pour voir s'il n'y a pas de maladie. Et en fait, 2 semaines après, on reçoit une lettre en disant il y a un problème et il faut refaire des tests. Sauf que ma femme, elle me dit mais là, c'est la merde. Mmh. C'est la merde absolue. Sauf que moi, j'étais en plein dans ma carrière. À partir de là, j'ai été meilleur. Tu sais pourquoi? Parce que d'un seul coup, la moto, c'était plus un problème. T'étais C'était détaché un mon peu. fils et j'ai dit: «Je peux plus me plaindre. Ça se trouve mon fils, je vais le perdre à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans». Donc en fait, j'ai plus le droit de me plaindre et j'ai été meilleur. À la fin du bol d'or, j'ai été meilleur et j'ai dit, heu alors, très rapidement, on a su qu'il y avait aucun problème pour mon fils. C'était juste un test qui avait été mal réalisé. Voilà, coup de pression. Mais voilà, tu vois le coup de pression Ouais. et je me suis dit voilà et après cette course-là, je suis parti voir une psychologue et j'ai dit, «Je pense que je me contrôle avec mon cerveau. Je crois que je me protège. Je pense que je suis bon à 80 mais il y a 20 que je ne sers pas» et le jour où j'ai fait ça, c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma carrière. C'est que j'ai encore une fois demandé de l'aide parce que je vois que je me protégeais et en fait, ils m'ont aidé et les 6-7 ans, même si ça a été très difficile, la fin de carrière, les 6-7 dernières années, ça a été les meilleures de ma vie en fait. Parce qu'en fait, j'étais meilleur et j'étais heureux. Parce qu'en fait, j'arrivais à mettre tout bout à Ouais. bout en fait. Mmh. Et en fait, voilà pourquoi aujourd'hui à l'académie, j'estime que on forme les gens, mais j'estime qu'il y a beaucoup d'écoles qui savent le faire aussi très bien. On n'a rien inventé là-dessus. Par contre, où est-ce que j'estime qu'on a inventé, c'est qu'on amène la mentalité du sportif. Tu vois, on amène le mindset. On dit, en fait, t'es pas là pour, comme j'avais un pote qui me disait, t'es pas là pour sucrer des fraises. Tu vois, Mmh. t'es là pour gagner la course. Si tu fais troisième, bah, comprends pourquoi tu fais troisième. Souvent, c'est horrible. On a des gamins de 10 ans, ils disent, Ouais, ils bah, pleurent et tout parce qu'ils ont fait. J'ai un ouais. gamin là, ça fait 2 années qu'il est très bon chez nous. C'est le premier qu'on a pris. Et là, il n'a pas été titré alors qu'il était full favori. Il a eu des problèmes techniques. J'ai fait, ouais, bah, on est responsable. Enfin, on s'est fait surprendre sur un problème qu'on connaissait pas. Tu as perdu une course. Donc, tu penses que c'est ça ou tu penses que c'est toutes les courses que tu n'as pas gagnées parce que tu t'es raté? Et le gamin, il sait pas quoi dire. Mais c'est normal qu'il dise, bah, je sais pas. J'ai fait, non. Mais moi, je te le dis. Là, tu n'as pas été champion parce qu'il y a plein de courses que tu aurais dû gagner, mais parce que tu es en train d'apprendre et il y a des choses que tu prends pas les bonnes décisions. C'est normal. Et j'ai fait, dis-toi bien un truc. Si tu n'es pas champion, avant de dire j'ai eu un problème, si tu as 10 problèmes à l'année, tu vois, Oui. là, c'est un autre problème. Mais un seul problème dans l'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton problème, toi, reste concentré sur toi. Si tu as fini deuxième, le premier responsable, c'est toi. Si tu as fini par terre, le premier responsable, c'est toi. Si le team manager n'a pas pris une bonne décision pour toi, la première réaction, c'est est-ce que toi, tu as tout fait pour qu'il prenne la bonne décision? Non. Et donc, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Bien Et en sûr. fait, si on arrive à faire comprendre aux enfants, et ça, c'est dur, hein, parce qu'à 12 ans, tu te rappelles, à 12 ans, on était où, nous? On était en train de jouer au foot en bas de mon immeuble avec mon frère, à mettre des Ouais, barres je pense, ouais. à courir dans les bois, tu vois, on faisait pas ça. Mais aujourd'hui, le sport est devenu tellement intransigeant qu'on est obligé de C'est dingue, hein. C'est on est sûr, obligé hein. de les rendre très très forts mentalement, quoi. Parce qu'il y a plus le choix, hein. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que en 2 ans, tu peux oublier leur prénom, quoi, et leur nom, quoi. C'est horrible, hein. Ah C'est ouais? horrible. Bah ouais, si t'es pas bon, hop, chut. Ouais, c'est vrai. Surtout à cet âge-là, c'est comme au foot ou des trucs comme ça. Tu as eu des très bons jeunes, qui ont pas percé parce que, Ah, mais tu sais alors que quoi? c'était les meilleurs, tu vois? Et tu sais pourquoi? Parce que quand t'es bon, t'es fainéant. Parce que t'es Pas tout talentueux. le temps. Quand t'es talentueux, t'es fainéant. La plupart. Alors, Tu vois ce que je veux dire? sauf si c'était. Alors, j'ai deux Ouais. contre-exemples. Quand tu as du talent, mais que tu as le mindset, bah, tu deviens le meilleur de tous les temps. Comme Cristiano Ronaldo, par exemple, tu vois? C'est exactement ce que j'allais dire.
Mais t'as pas entendu, enfin, moi, dans le football, je suis pas footballeur, donc je peux pas. Mais il y a plein Si, de joueurs, j'entends bien des sûr. gens qui parlent. Lui, c'était un futur, lui, c'était un futur, lui, c'était un Ouais. futur, lui, il avait le niveau d'un tel et tout. Et à la fin du compte, ils ont rien fait. Voilà. Parce qu'en fait, le mec, il faisait tellement tout facilement Ouais, mais que ça, je suis d'accord. malheureusement, comme il a pas été encadré et on lui a Mmh. pas dit, mais boss, mon gars, tu vas voir. Mais en fait, il s'est dit, bah voilà. Et le jour où ça commence à être dur, bah salut, c'est trop dur, laisse tomber, quoi. Mais le travail bat toujours le talent, c'est ce qu'on dit, tu vois? Et c'est pour ça que j'étais content qu'on vienne en parler parce on a la même mentalité. Et c'est que faire comprendre aux gens que c'est trop important, quoi. C'est Mais ça qui fait la diff, toi. Moi, dans les conférences, il y a des gens, ils me disent: «Non, mais t'es différent». Mais non. La seule chance que j'ai eue, j'estime, c'est que j'ai eu des parents qui nous ont laissé rêver. ça, c'est important, hein. Très important, ça. Ils nous ont laissé rêver et ils se sont battus pour nos rêves. Ça, on en parlait avec Mathis, au dernier podcast, je le remettrai là-haut. Mathis, c'est pareil, tu vois? Tu connais Mathis Ouais, bien Adoro, sûr, la on même se connaît pas chose. mal ensemble. Oui, j'en ai fait les frais aussi. C'est autre histoire. Mais pareil, c'est l'importance des parents, l'importance de l'environnement. Et là, le calme. Ouais, Il faut que les parents, dans le succès, en fait, c'est ce que je disais aux parents dans l'académie, c'est soyez fiers de votre enfant et non pas fans de votre enfant. ouais. Il y a pas beaucoup de différence, hein. OK. Mais C'est fan, quoi la différence pour toi? la différence entre fan et fier, c'est que tu es fier de ce qui devient ton fils. Fan, c'est qu'en fait, tu es fan de ce que fait ton fils, Même si c'est de la mais le merde. problème, c'est que quand tu es fan, Mmh. c'est comme si que tu regardais les lumières. Mmh. Tu sais c'est comment j'appelle? Quand tu es bon, tu as plein de papillons de nuit Ouais. qui viennent autour de toi. Parce que tu as de la lumière autour de toi. Mais quand la lumière, elle s'éteint, les papillons de nuit, ils se barrent. Et le problème, c'est que quand tu es ébloui par la lumière, tu es fan. Et tu vois pas tout ce qui se passe à côté. Mais le problème, c'est que quand tu as de l'expérience, tu le sais. Tu vois? Tu arrives à le vivre. Et même moi, je l'ai vécu, mais ça a été dur. Tu vois? Mais quand tu as des parents qui n'ont jamais vécu la compétition, ils vont se plaindre pendant 5 ans qu'ils ont vécu de l'injustice. Alors que non. C'est juste le sport est injuste parce que c'est extrêmement dur. Et, et pour finir, toi, je vais te dire un truc, c'est qu'on dit souvent pourquoi on ne fait pas travailler les enfants avant 18 ans. Pourquoi Je vois. pourquoi, pourquoi à 13 ans, on fait pas, à 10 ans, on ne fait pas travailler les enfants. Un travail, à 99% du temps, si tu es salarié, je te demande pas de prendre des responsabilités, hein. Si Mmh. tu fais un travail Ouais. 1 heure ou 2 heures, tu as un travail. Si tu aimes ton travail et si tu es motivé à le faire, il n'y a pas de pression. C'est juste tu travailles, d'accord? Donc à 99%, je dis parce qu'il y a toujours 1%, tu vas faire du bon travail et ça va marcher en fait. Ça va marcher, tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça va marcher. Je dis des trucs tout bêtes, tu vas sur un métier normal, tu vas au supermarché, Ouais, tu tu mets dois en gérer un truc, rayon, tu gères ton rayon, tu gères les stocks, tu fais ça. Le gamin, tu lui dis, hein, pendant un gamin de 12 ans, vous imaginez même pas le potentiel des gamins. C'est incroyable, ils sont capables de faire plein de choses. Mais à partir du moment où les gamins, ils sont comme ça. Ils sont pas comme ça. Et on pourrait le faire travailler. Par contre, il faut s'abuser, ils ont 12 ans, il faut pas les faire travailler. En compétition, les gamins, il y a plein de gamins qui commencent la compétition à 8 ans. Ils ont 80, ils vont travailler, ils vont aller à l'entraînement, ils vont souffrir. Ils ont 99% de chances de pas réussir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la compétition est bien plus dure que 99% des travaux, enfin du travail normal. Et pourtant, on laisse des enfants faire de la compétition à 8 ans, mais on ne les laisse pas travailler. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? ouais. Ça veut dire que, en fait, on se rend pas compte de la difficulté d'un enfant qui va en compétition. Le gamin, il va 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et le dimanche, il se fait défoncer. Le mec, il dit: «Mais c'est injuste». Non, c'est pas injuste. C'est juste qu'il y en a un qui a plus bossé que toi, qui est meilleur. Si tu veux le battre, il faut continuer à C'est travailler. fou, hein. Et alors qu'au travail, on va dire: «Surtout non, il faut les protéger et tout». Mais non. Et alors qu'il y a plein de parents qui sont bienveillants sur leurs enfants et qui l'emmènent dans la compétition. Mais j'y fais: «Les gars, ça peut pas marcher. La bienveillance et la compétition, ça peut pas marcher». La bienveillance sur le fait d'encadrer les enfants, de leur demander beaucoup de choses et de les aider à pas faire d'erreurs. Tu vois, quand tu vois que ça part, dans un Mmh. côté là, hop, 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 tu t'arrêtes Il parce faut que les là, cadrer, quoi. l'encadrement, encadré. Mais la bienveillance en disant: «Tu es le meilleur, tu vas y Tu arriver». crois que c'est de la bienveillance, ça? Non, la bienveillance, c'est plutôt, «Ça va mon chéri, t'inquiète pas, ça va marcher, ça va marcher». Enfin, j'ai du mal à expliquer parce que la bienveillance, je suis pas trop fan, toi, de dire, Ouais, la «Mon poti chéri». Moi, j'arrive avec mon fils, ou ma fille, «Tu fait ça, t'as fait ça». Elle me raconte sa vie, sur, son cheval ou mon fils sur sa moto. À la fin du compte, j'y fais: «Bah, t'as fait une connerie, quoi». mmh. «Tu fait une bêtise, oui ou non?» «Bah, oui». «Et bah, ça veut dire que t'as appris quelque chose aujourd'hui. Génial».
Donc, sois pas déçu. Non, c'est sûr. Tu vois? C'est, tu vois, de leur dire de la positivité, par contre, je trouve que c'est magique, même si des moments dans leur. Et c'est là où j'estime que la compétition est le meilleur mindset quand les enfants font de la compétition et qu'ils ont compris la compétition quand ils sont jeunes. Et ben, j'estime que ça va être des machines, quoi qu'ils fassent dans leur Mmh. vie. Ouais, mais c'est vrai, hein. Toi, t'imagines, bah, j'ai déjà la réponse, mais pour les Phoenix qui vont Ouais. regarder la vidéo, la place de la compétition dans ta vie. Si tu n'avais pas de compétition, Ah, tu serais comment? je me serais fait chier, mais grave. Parce que là, tu vois, c'est un peu la transition pour maintenant, voilà, qu'est-ce que tu fais? Bon, évidemment, tu as Ouais. l'académie, mais c'est quoi un peu tes passions en dehors de tout ça? Est-ce que tu continues le sport? Alors, Qu'est-ce qui le se passe? sport, je l'ai arrêté. Ça a été une connerie, hein, mais suite à ma dépression de l'arrêt de ma carrière, dès que je faisais du sport, ça me rappelait pourquoi je faisais du sport pendant 20 Ah ans. oui, d'accord. Tu vois? Et donc, j'ai arrêté. Ça, c'était la plus grosse connerie de ma vie. Parce qu'en fait, depuis que j'ai recommencé le sport, je me sens tellement mieux que tout va mieux. Tu vois? Donc, ça, c'est beaucoup mieux. Je prends énormément de plaisir à ce que je fais avec l'académie. Tu vois, je me mets des défis qui sont énormes. Beaucoup de personnes me disent fais pas ci, fais pas ça. Mais moi, je me dis plus tu me dis fais pas, je me dis bah, t'inquiète, j'y vais. Ça, J'y c'est vais. c'est souvent Et le. voilà. Ouais. C'est comme je dis, en fait, quand tu fais un objet, quand tu travailles sur un projet, n'en parle surtout pas à ta famille. Ouais. Parce que eux, ils sont là pour te protéger. Donc, ils vont te dire calme, tu vois. Parle-en sur des entrepreneurs, à des mecs, on dit bah vas-y, ouais, c'est une super idée, feu, Ouais, c'est quoi, tu vrai. vois. Et Mais on avait parlé d'ailleurs de l'académie quand tu l'as lancé, tu ouais, vois, et on regardait les trucs. Moi, enfin, moi, j'y connais rien, mais je te ouais. disais un petit peu les trucs techniques que je voyais et tout. Ouais, mais Mais c'est. jamais, toi, j'aurais dit, mais fais-le pas. Enfin, c'est pas dans le Ouais, mindset Phoenix, ça, tu mais vois. C'est c'est dire, mais mec, exactement fais-le. ça. De toute façon, si tu veux savoir si ça va marcher, ben, il faut que tu le fasses. Ça sert à rien de dire ça marchera pas. Et tu vois, et je le dis à tout le monde. Si tu as un projet et que tu te dis ça marchera pas, ben non, fais-le et on verra. Et si ça marche pas là, ça marchera peut-être après, tu vois, mais avec des échecs, tu vois, c'est la base, Et si quoi. ça, voilà, et si ça marche, temporise. Ouais, ouais. T'enflammes pas la Temporise, pépite. parce qu'il y en a qui font des coups, c'est extra. Et moi, les histoires où les mecs qui restent, mais souvent, ils ont galéré. Mais voilà. Et aujourd'hui, en fait, j'estime que les défis dans ta vie, de mettre des défis, c'est la vie, en fait. Hmm. Tu sais, et tu le prends maintenant, je le prends avec beaucoup plus d'expérience. Tu vois, là, bah, tu le sais, je me suis remis au sport parce qu'en fait, il y a mon frère, bah, José, qui était encore mon coach de toujours, qui est un de mes meilleurs amis, il y a les coachs de l'académie, on s'est inscrit à l'Aerox à Francfort. Et moi, le problème, c'est que moi, je me suis inscrit à une compétition. Donc Ok, là, c'est chaud, là. ok, pas de souci, c'est parti. Et j'adore. En fait, c'est un plaisir. Et Hmm. c'est là où c'est super intéressant. Et c'est là où j'estime que le sport a une place dans la vie que malheureusement, à l'école et tout, on n'en parle pas assez du Hmm. sport. Tu vois, le sport, on dit. Moi, je me rappelle, hein, quand j'étais sportif, on était super bon en sport. Ouais, mais eux, ils sont bons en sport, mais par contre, c'est des cancres. Ouais, c'est ça, c'est des On brels. avait 11 ou 12 moyennes. On n'était pas des cancres. C'est sûr que moi, à l'école, ça n'a jamais été mon truc. Mais on avait des moyennes entre 10 et 12. Tu vois, moi, je sais que je faisais le minimum syndical parce que je me plaisais pas. Hmm. Mais par contre, j'étais obligé de bosser. Sinon, je faisais pas de moto. Sinon, je Ouais, faisais c'est pas de ça. sport parce que mes parents, ils me coupaient tout. Et, euh, et j'estime que si on mettait plus d'intérêt dans le sport, dans les valeurs du sport, parce que à l'école, tu apprends des choses, tu apprends beaucoup de choses, c'est sûr et certain. Tu as de la discipline, parce qu'il faut respecter les profs, tu dois avoir du respect, mais ça s'arrête là. Dans le sport, toutes les valeurs de sport que tu as entre l'humilité, la détermination, le dépassement de soi, la discipline, la rigueur, tout ça, tu l'apprends Hmm. où ça? Hmm. Tu l'apprends pas à l'école. Malheureusement, tu ne l'apprends pas à l'école. L'école, moi, ce que j'adore à t'apprendre, c'est comment s'adapter dans un monde qui est hostile. Parce qu'il y a plein d'élèves, il y a Ouais, tout ça, ça. c'est vrai. Ça, je trouve que c'est la meilleure école de la vie. Tu vois, à chaque fois, je dis à mes gosses, bah, adapte-toi. Tu as une prof qui est dure, bah, comprends comment elle fonctionne et adapte-toi avec elle. De toute façon, c'est ta prof, tu lui dois le respect. Donc, même si c'est pas la meilleure prof du monde, t'as 10 mois, mon gars. T'as 10 mois, il faut que tu t'adaptes. Ouais, Tu c'est vois. ça. Non, mais et, c'est et, l'adaptabilité. et tout ce sport, j'estime. Donc, c'est pour ça que maintenant, mais je coach aussi mon frère. Tu vois, ça, je prends un énorme plaisir à bosser avec lui sur le pilotage, sur son mindset, parce que j'estime que mon frère a été, comme sa carrière a été plus facile au départ, parce qu'il avait moins de problèmes techniques, il a développé son talent, que moi, j'ai jamais développé, et moi, j'ai développé mon talent de déterminé. Et aujourd'hui, j'estime que j'arrive à lui donner Des tips des de. trucs en disant, quand il me voit, il me dit putain, je peux pas lui dire ça parce que sinon il va me défoncer. Donc, tu vois, il est plus Hmm. déterminé qu'avant. Tu vois, c'est le partage, quoi. Le partage. Même, tu vois, c'est donc maintenant, oui. Et puis le sport, je t'ai dit, le sport, c'est toujours comme d'hab. C'est comme si, comme en 2018, quand on s'entraînait ensemble et C'était après. C'était après, parce un que peu moi, je plus suis arrivé tard. en 2021 ici.
C'était Non, en après ta... 2019, 2020. Non, j'étais Non? pas là, moi. J'étais dans la région parisienne. Je suis arrivé en 2021, moi, ici. Alors, c'était début 2021, c'était quand je Ouais, revenais, en c'était fait. Ouais, alors c'est février, possible, ouais, mars, c'est avril, ça. un truc comme ça, tu vois. Quand on faisait les échauffements au rameur Bah, à 1,35, quoi. ouais, après, ouais, bah... non, mais parce que ça, c'est les mecs toujours de compète. Mais après, c'est surtout après quand on s'est retrouvés ici. Ouais, ouais. Moi, je parle surtout d'ici. Ah non, ici, ouais. Quand on s'est Ouais. entraîné ici, le mec, attends, ça faisait 1 an que t'as pas fait de sport. Ouais. Mec, 1 an sans sport. Moi, j'étais entraîné, j'ai pas d'excuses. On fait un crossfit d'endurance. Il se dit, oh, endurance, ça va être tranquille. Moi, je le vois, moi, je le Moi, je connais. te vois. C'est surtout que le problème, c'est que je t'ai vu et je dis, bah, laisse tomber la reprise, elle est morte. Je crois que. Ouais, non, c'est vrai que la reprise, et du coup, on s'est chauffé. On a fait on s'est mis la misère et tout. Et il m'a battu. Et j'avais le seum parce que bah, j'aime pas perdre, quoi. Et donc, du coup, je l'ai revu. On a refait les entraînements, mais pas vraiment en compète. Et à la fin des entraînements, on me disait, on fait une compète rameur. On faisait du 1000 mètres rameur. Et putain, et j'avais quand même progressé parce que Ouais. tu m'avais battu d'au moins 10 secondes il y a 1 an. Et là, tu m'avais battu d'une demi-seconde, quoi. Ah, je J'avais me le rappelle plus seum. après. Ah ouais, je m'en rappelle. Une demi-seconde. Et Enfin, en fait, j'ai vu la régularité du pilote. C'est-à-dire que moi, c'était plus, enfin, c'était quand même assez stable, mais toi, c'était ultra stable. Et ça s'est joué sur les 100 derniers mètres où tu as été plus stable. C'était une dinguerie, quoi. as telle expérience. Là, l'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est ce que je vois, moi, c'est l'expérience, c'est que je me connais par cœur, en Ouais. fait. Et là, toi, là, le fait de recommencer pour l'Aerox, et ben en fait, je fais bien plus intelligemment. Parce qu'en fait, comme j'ai arrêté pendant longtemps, et à un moment donné, il faut assumer qu'on a 40 ans et que le corps, il répond quand même beaucoup moins bien que plus jeune. Et ben en fait, tu fais les choses, tu peux être encore très très bon, mais il faut le faire différemment. Une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, Ouais. tu t'adaptes à ce que tu as. Tu vois, c'est pas que ah j'ai un mal au genou, non. Je me suis fait mal au genou parce que j'ai un peu trop couru. Hop, j'ai adapté le truc. Et ben Ouais. là, ça va très bien, j'ai plus mal au genou quoi. Tu Ah, vois, mais c'est ça, c'est une question de. Peut-être c'est tu jongles en fait. Tu jongles, tu vois. C'est pareil avec les business sur Amazon, j'en suis sûr. C'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui marche, hop, tu vois que c'est un truc qui est en train de changer, hop, tu jongles, tu changes de technique, tu changes. J'ai vu que plusieurs fois sur tes vidéos, il y a les nouvelles mises à jour, des moments, ça change. Tu es obligé de t'adapter sans arrêt, quoi. Et en fait, j'estime que ça, c'est une chance en fait d'avoir un métier où tu dois jamais faire la même chose. Mais c'est pour conclure, en fait, c'est assez simple. Que ça soit du sport, que ça soit du business, l'adaptabilité et l'état d'esprit, c'est ce qui te permet de faire n'importe quoi. Toi, là, tu t'arrêtes ça, tu t'as lancé l'académie, tu te lances dans l'Aerox, tu te lances dans d'autres trucs. Moi, j'ai pas de doute que ça va marcher parce que tu as l'état d'esprit, tu as la détermination et tu sais que l'objectif, tu vas le défoncer. Et Tu puis, vois. t'as pas peur d'arrêter si tu vois que ça marche pas. C'est ça aussi. Tu sais qu'à un moment Hmm. donné, tu vois que tu lances dans un truc, s'il y a un truc qui fonctionne pas, bah, c'est pas grave, je ferai autre chose. Tu sais? C'est à un moment donné, il faut essayer dans la vie. Tu vois, s'il y a un truc que Ouais, c'est tu vrai. rates, bah vas-y, c'est pas grave. Tu sais, il y a un moment donné, je vais pas aller m'acharner. À un moment donné, tu sais, nous, on a un truc avec l'académie. Tu sais, tu travailles avec des fédérations, tu travailles avec tout ça. Donc, des moments, c'est pas la même vision des Ouais. choses, toi. Et des moments, c'est extrêmement dur. Et à un moment donné, je dis, mais attends, moi, je fais ça pour développer des pilotes. Mais si à un moment donné, les parents, j'en peux plus, je les supporte plus, il y a des gamins qui sont irrespectueux. C'est pas le cas, hein. Pour le moment, ça se passe très bien. Mais tous ces trucs-là, bah, tu sais quoi? Ouais, J'arrête, hein. t'as pas J'irai peur de prendre. dire non, mais Non. t'as pas peur de te lancer. Et ça, je pense, c'est vraiment le truc important. C'est si t'as des projets, tu regardes la vidéo, t'as des projets. Je ramène des invités qui sont dans l'esprit Phoenix. Il faut pas avoir peur de se lancer Allez, assumer. et Assumer ses assumer. choix. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, tu assumes que tu travailles au Super U, que tu as un salaire de 1 500 € et que tu vois tes enfants tous les soirs. Si tu es heureux comme ça, assume-le. Moi, j'estime que moi, si demain, je vois un mec et il me dit ça, j'ai fait, bah, franchement, mon gars, respect. Respect. Si demain, il y a un mec qui veut être salarié avec des responsabilités et des cadres, il sait qu'il va être payé mieux, mais par contre, il faut assumer que tu vas avoir des responsabilités. Demain, tu veux ouvrir une boîte et tu vas être entrepreneur. Tu sais que là, Ça va être chaud. ça va être chaud. Mais en fait, si tout le monde restait à sa place, en fait, tout irait bien. Mais le problème, c'est que à 40 ans, la personne qui avait 1 500 € qui s'est dit: «Je veux jamais de responsabilité», ça va le saouler de gagner 1 500 €. Il va se dire: «Je galère, c'est la merde et tout». Et il va se dire: «Ouais, mais regarde l'autre con de cadre là qui me casse les couilles et tout». Oui, mais lui, pendant 10 ans, il a travaillé 10 heures ou 15 heures de plus que toi, dans le magasin parce qu'il était cadre. Donc il devait gérer des trucs que toi, tu as jamais gérés. Tu vois ce que je veux dire? Et Bien en fait, sûr. c'est vraiment quand tu assumes, quand tu te lances dans un truc, tu assumes les conséquences derrière. Et tu sais, pour finir, parce que sinon on va jamais s'arrêter, mais tu sais, je viens d'avoir 40 ans. Et il y en a plein qui me disent, tu vas avoir la crise de la quarantaine. 40 ans, ça te réveille. Tu vois, pour le sport. C'est un peu mes 40 ans qui m'ont dit, Freddy, fais attention, parce que si tu reprends pas le sport maintenant, C'est chaud. ça va vraiment être dur, toi. Mais par contre, j'aurai jamais de crise de la quarantaine. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours kiffé ma vie, en fait. Quand t'as des regrets, c'est là où, quand tu vieillis, ça commence à être chaud. Mais en fait, quand tu fais ta vie, quand tu as kiffé ta vie,
t'as pas de regret, quoi. Tu sais ce que j'ai dit, j'ai écrit un mail hier et je disais aux gens pour les motiver de pas être le vieux qui a l'EHPAD en train de se pisser dessus et qui est grincheux avec les peu de personnes qui viennent le voir en disant « Ah, j'aurais dû faire ci, ah, j'aurais dû faire ça ». Pour moi, ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver dans la vie, tu vois. Bon, il y en a, ils sont à 50, 60 ans, ils sont déjà comme ça. Hein, Ah ouais. C'est chaud. Mais tu vois, moi, je l'ai vu avec mon grand-père. Les dernières années, c'était ça, tu vois. Il ressassait des trucs. Il a toujours été un peu comme ça, mais surtout vers la fin, très négatif, très machin. Et tu vois, toute la famille, on s'est très éloigné de lui parce qu'il était relou, parce que tout le temps, dans ressasser ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il n'a pas fait, etc. Tu vois. Et ça, c'est triste, tu vois. Et grâce à ça, que les réseaux sociaux et tout, t'apprends des gens qui en parlent et qui en parlent, c'est comme ma dépression. Moi, j'en ai parlé aux journalistes et tout, mais j'ai assumé. Tout le monde dit, ça va, Freddy? Ah, mais ça va très bien. Tu sais pourquoi? C'est parce que j'assume que j'étais en dépression pendant 6 mois, 1 an. Je le dis, j'ai pas peur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureux, en fait. Et c'est pour ça que quand on me parle de moto, j'ai aucun regret. Tu sais, j'ai aucun regret de me dire, ah, mais ça te fait chier. Tu sais, quand tu vois des courses, alors certes, quand je vois des victoires, peut-être des 24 heures du monde Bol d'Or, il y a des moments, il y a le petit pincement, c'est des bons souvenirs. Donc, les bons souvenirs, ça fait toujours ramener des souvenirs, pas des regrets, mais de dire, putain, c'était quand même bien ces souvenirs. Mais très rapidement, tu vois, j'ai fait des rêves cet été parce que je me suis remis au sport. Première nuit, je rêve que je redeviens pilote. Ah ouais. Deuxième nuit, que je suis bon. Et là, je dis à ma femme, oh, putain, ça va pas recommencer, quoi. Laisse-moi ça. Troisième nuit, les problèmes de pilote arrivent. Ah bah, je me suis levé le matin, j'ai fait, c'est bon, j'ai plus envie. C'est bon. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu vois, tout le monde me disait, ah, t'as de la chance de faire ce que tu fais. Mais toi, t'as pas de la chance? Il me dit, bah, c'est pas pareil. Ah bon? J'ai fait, bah, pourquoi? J'ai fait, moi, j'ai choisi d'être pilote. Ouais. Toi, t'as choisi d'être quoi? Bon, peu importe le métier. Et j'ai fait, bah, moi, j'ai choisi d'être pilote avec tous les trucs. J'ai fait, t'es avec moi quand j'étais sur un lit d'hôpital, que je me fais opérer, que je suis à Paris, je suis tout seul. Et j'attends avec plein de gens qui sont comme ça, je suis tout seul, je me réveille, je suis tout seul, parce que ma famille habite ici. J'ai fait, toi, t'es là ou pas? Toi, tu veux vivre ça? Il me dit, ouais, mais. Et là, il a compris direct. J'ai fait, moi, j'ai fait un choix. Toi, t'as pris un choix. Mais par contre, tu peux pas dire à des gens comme moi, T'as de la chance. t'as de la chance. Putain. Non, j'ai pas de la chance. C'est juste qu'à un moment donné, t'as pris une décision. Et cette décision-là, elle a changé ta vie, en fait. Et c'est là où moi, je me bats pour dire aux gens, mais c'est vous qui. Nous sommes maîtres de notre destin. Alors, certes, il y en a malheureusement qui partent. Tu pars pas avec un carré d'as, des fois. Mais d'un côté, des fois, tu pars pas avec un carré d'as. Mais j'ai écouté le podcast de Fabrice Nganou ce matin. Ah, lui, c'est même pas le carré d'as, c'est même pas le jeu de cartes. Il avait rien. Le mec, il s'est traversé 1 an pour arriver en France. Il a traversé le désert du Sahara, tout le bordel. Et le mec est devenu, en l'espace de très peu de temps, champion du monde du UFC. Donc, tu vois, lui, il est même pas parti avec un carré d'as, il aime pas le jeu de cartes, il avait même pas de fringues, il aime pas un slibard, tu vois. Ça, c'est génial, ça. Donc, tu vois, des fois, j'ai envie de te dire, alors là, c'est une exception parmi beaucoup qui y arriveront pas. Mais la chance, tu sais, les gens voient que le haut de l'iceberg. Ils voient la réussite, bah, le truc tu vois l'éclairage, mais tu vois pas tout ce qu'il y a derrière, quoi. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et surtout, passer à l'action. Bon, je crois qu'il va falloir que tu ailles t'entraîner parce que tu as un Aerox qui arrive là. J'ai 11 minutes, je vais m'échauffer, je vais aller en courant. Ah, c'est bon ça. Parce que bientôt, on va s'affronter sur Aerox, tu sais ça. Mais toi, t'as pris les trucs des gros bras, toi. Moi, j'assume mon statut de pas gros bras. Non, mais tu vas y aller sur le pro. Non, pour le moment, je fais le men. Déjà, j'ai mon frère. Il faut que je batte mon frère. Je l'annonce, toi. Je sais pas où sont les caméras. Là. Kenny, faut que je te batte. Non, je veux pas le battre. Kenny, il est trop fort. Ah, ça, tu vas l'énerver, ça c'est bon, ça. T'as compris la technique. Faut que j'énerve personne. Et Kenny, je crois que si je l'énerve, il va venir sur le pro pour m'affronter ou pas? Non, parce que en fait, le problème, c'est que on a quand même pas. Il faut pas. Alors, maintenant, moi, je m'en fous. Mais quand t'es pilote, il faut pas que tu développes trop. Il faut pas prendre trop de masse parce que le but c'est d'être léger quand même, tu vois. Donc il faut trouver. Faut qu'il attende la fin de sa carrière. Alors. C'est pour ça que là, il finit sa carrière, sa course ce week-end. Et donc ça veut dire que j'ai 2 mois d'avance sur l'Aerox sur lui, sur l'entraînement, parce qu'il voulait pas faire trop d'Aerox avant de finir la saison, parce que malgré tout, ça te change vachement. Moi, je fais 6 kilos. Alors, du moment où j'ai commencé, après les Spartans, à vers l'Aerox Pro, je fais 6 kilos. Alors que tu fais l'Aerox normal, moi, je maigris. Ouais, mais parce que tu fais moins de force. Diff. Entre l'Open et le Pro, il y a vraiment une grosse diff. Bon, allez, nickel. En tout cas, attends, tu nous fais un petit tirage qui ne sert à rien, mais juste tant que t'es là. À quel moment je vais te battre? Où je vais te battre sur l'Aerox? Dis-moi ça. C'est où? Alors ça, c'est énorme. J'allais dire le Japon. Voilà. C'est là où j'ai passé le plus de temps à la fin de ma carrière. Parce que c'était un team japonais. Ça, c'est rigolo parce que c'est le Japon. Si je dis, tu vois,
J'aime bien les clins d'œil du destin parce que le Japon, ça a été la fin de ma carrière. Toi, j'étais avec un team japonais et tout, et c'est rigolo. Et tu sais que c'est marrant parce que ça fait. T'es le 4e invité et 3 fois, on a eu un truc qui était en relation avec ce qu'on avait dit. C'est quand même fou, hein. Ouais, ça, c'est marrant, ça. Bon, allez, en tout cas, bon entraînement, c'était vraiment cool. On aurait pu parler pendant des heures et des heures avec Freddy, mais après, on a le même mindset, donc c'est vrai que là-dessus, on se retrouve bien. Mais en tout cas, là, il faut que tu ailles t'entraîner. Ouais. Donc, merci, on se retrouve bientôt. Et puis, bon courage pour la suite. Allez, c'est cool, merci. Allez, ciao les Phoenix.